Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode ou cette vidéo, vous qui nous regardez sur YouTube ou nous écoutez sur votre plateforme de podcast préférée. Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, si ça existe encore, YouTube Music, etc. Bienvenue en tout cas sur cet épisode spécifique sur un sujet hyper technique, la holding. Alors, quand on est investisseur immobilier et qu'on fait des formations à la con, souvent on entend parler de holding à tout va, faites une holding, etc. Associez-vous dans votre SCI vous-même en nom propre, plus vous en holding, et ce sera génial. Vous pouvez créer une SCI tout seul parce que vous êtes personne morale plus personne physique. Bon, enfin bref. En tout cas, la holding, souvent, ça sert à rien, mais parfois, ça sert à quelque chose, et surtout quand on est entrepreneur plutôt qu'investisseur. Et quand on est entrepreneur et investisseur, évidemment, c'est essentiel aussi. Donc, on parle de ça aujourd'hui avec Mathieu Chevaux. Mathieu Chevaux, c'est le CEO de Ça compte pour moi. Ça compte pour moi, c'est un cabinet d'expertise comptable digital, donc en ligne, uniquement sur Internet, mais évidemment avec des vrais interlocuteurs humains et compétents, très qualifiés derrière tout ça, qui vous accompagnent pour toutes vos démarches comptables, juridiques, sociales, évidemment, mais aussi fiscales si besoin, car ils font partie d'un grand groupe, un plus grand groupe qui s'appelle Compagnie Fiduciaire. Voilà, Mathieu, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est très légitime, très crédible et surtout très qualifié dans ces sujets. On a fait déjà plusieurs épisodes ensemble, un épisode LMNP versus LMP, quelles conséquences pour l'investisseur et notamment quelles conséquences fiscales. On a fait aussi un épisode très intéressant sur la rémunération du dirigeant. Est-ce qu'il faut choisir d'être en SARL? Est-ce qu'il faut choisir d'être en SAS quand on est dirigeant d'une entreprise et qu'on veut se rémunérer de manière la plus optimale possible? Je vous invite à regarder dans la description de l'épisode, de cet épisode, on vous remet tous les liens vers les anciens épisodes, décidément je bug, les anciens épisodes pour vous... faire profiter justement de tout ce contenu délivré gratuitement par Mathieu et Money Tree, évidemment, avec votre serviteur, moi, Julien, l'animateur du podcast Money Tree. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec cet épisode qui est vraiment pépite. Pour moi, c'est vraiment sublime. Plus de 1h30 d'échange avec Mathieu sur un contenu que franchement, vous trouverez rarement ailleurs. Donc je vous invite non pas à le garder pour vous, même si je sais que c'est tentant, mais partagez-le au plus grand nombre. C'est gratuit pour vous, donc c'est gratuit pour tout le monde. C'est comme ça. Et évidemment, commentez. Laissez-nous des commentaires aussi, 5 étoiles un peu partout, là où vous pouvez, sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Aidez-nous, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à nous faire connaître. Ça sera toujours gratuit et ça sera toujours une extrême valeur à vous délivrer. Exit les formations où vous payez pour avoir un truc bateau et théorique. Ici, on a du concret. Je vous souhaite une excellente écoute ou un bon visionnage. À très vite. Ciao, ciao. Salut Mathieu. Salut Julien. Je t'ai pas préparé. C'est bon. Pas préparé. Écoute, merci de venir dans ce fabuleux studio que j'ai créé il y a de ça quelques semaines et qui a ouvert ses portes la semaine dernière, enfin même en début de semaine. Donc on tourne ce troisième épisode ensemble, enfin ce quatrième épisode, mais en fait c'est le troisième d'une série de 3 qui aussi suit un petit peu le fait que Ça compte pour moi soit sponsor du podcast. Donc déjà merci pour ça aussi, pour ta confiance. Je rappelle d'ailleurs à tout le monde que Ça compte pour moi, que tu représentes aussi aujourd'hui. Alors, tu n'es pas là que pour représenter Ça compte pour moi, tu es là pour nous délivrer beaucoup de valeur. Mais je rappelle que Ça compte pour moi, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne, full digital, mais avec évidemment des équipes physiques derrière et un vrai accompagnement et des vrais interlocuteurs avec des experts comptables évidemment qualifiés qui sont là pour répondre à tous les besoins comptables, sociaux, juridiques et même aussi profiter finalement d'un groupe plus large qui s'appelle Compagnie Fiduciaire et qui peut aussi intervenir sur des problématiques relatives à du juridique, donc avocats, fiscalistes et autres Gestion aussi. de patrimoine. Voilà. Ouais, gestion de patrimoine et compagnie. Donc voilà, Ça compte pour moi. Outil assez sympa, ergonomique, a priori, ça marche bien. Vous avez quand même pas mal de clients. Combien vous avez de clients? 4000. 4000 clients, ouais, donc c'est pas mal. Vous touchez le petit entrepreneur comme la PME. Ouais. Voilà. Et surtout aussi, vous avez une grosse expertise sur la partie immobilier. Ouais. SCI, LMNP.
notamment, Oui. par exemple, ou même j'imagine aussi vous pouvez accompagner des gens qui font du déficit foncier sur la location nue et autres. Voilà. En tout cas, toi aussi, tu as une forte expertise là-dessus, donc c'est intéressant. Et je rappelle aussi à tout le monde, tant qu'on y est, même si vous l'avez sûrement entendu dans l'intro de l'épisode, que du coup, il y a un mois offert avec le code MoneyTree. Donc, il faut appeler, ou en tout cas, quand vous contactez, vous prenez contact, vous dites bien au chargé d'affaires que vous aurez au téléphone, que vous venez de notre part. Et voilà, et vous aurez un mois offert. Et en plus, vous avez une garantie satisfait ou remboursée. Vous pouvez tester l'outil de manière vraiment aboutie avant de vous décider. Voilà, c'est clair ? Très clair. Bon, j'ai rien oublié. Donc encore une fois, merci pour ça, merci pour ta confiance et surtout merci pour la valeur que tu vas délivrer aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui fait rêver tout le monde mais que personne ne maîtrise souvent, c'est le sujet holding. Je dis que ce mot, holding, ça fait rêver. Tu penses de suite à Bernard Arnault, tu te dis putain, je vais racheter Louis Vuitton. Comment ça se passe ? Et en fait, on se rend compte que beaucoup veulent créer une holding et peu sont ceux qui en ont vraiment besoin. En fait, notamment, je parle là du monde de l'immobilier, sans parler du monde entrepreneurial, où ça a souvent plus de sens quand même. Mais dans le monde immobilier, je trouve que souvent, on a des gens qui se disent, bah tiens, je te prends un exemple assez extrême, je suis salarié, j'ai aucun autre revenu que ça, mais on m'a dit que c'était bien de créer une holding pour mettre au-dessus de ma SCI, parce que comme ça, ma SCI, je suis associé, moi, personne physique, plus ma holding, même si elle a que 1%, mais, sauf que ta holding, in fine, dans ce cas-là, on est d'accord qu'elle ne sert pas à grand-chose. Si ce n'est à générer un coût supplémentaire. Voilà. Donc déjà, écoutez quand même l'épisode jusqu'à la fin, ne partez pas tout de suite, parce qu'on va vous dire vraiment, on va vous dérouler pas mal de cas dans lesquels la holding est vraiment intéressante. Notamment, on a fait le focus sur 6 cas spécifiques. Peut-être qu'avant de rentrer dans ces 6 cas spécifiques, on va définir ce qu'est une holding déjà. Bonne idée. Effectivement, donc, et je compléterai en disant qu'effectivement, il y en a peut-être des fois qui veulent le faire à tort et à l'inverse, beaucoup qui se disent c'est pas pour moi parce qu'effectivement c'est pour Bernard Arnault. Et alors que pour autant, ça peut quand même assez vite devenir intéressant et notamment plus dans la sphère entrepreneuriale comme tu le disais. Donc une holding c'est quoi ? C'est très simple au final. C'est pas un statut juridique. Souvent on pense que c'est un statut juridique à part entière comme une SAS ou une SRL ou peu importe. C'est pas un statut juridique, c'est juste le fait qu'une société en détienne au moins une autre. Tout simple. Donc j'ai une société qui détient au moins des titres. Alors d'ailleurs, quand je dis qu'elle détient une autre, pas forcément totalement, qui détient au moins des titres dans une autre société, qui détient des titres de participation, on appelle ça. Donc ça vient de l'anglais to hold, donc détenir ou posséder. On peut le traduire de deux manières. Donc de façon d'être propriétaire, en tout cas, de quelque chose. Donc, en l'occurrence, là, c'est d'autres titres de participation. Donc, c'est très simple. Ça peut être n'importe quel statut juridique derrière. Okay. C'est juste une caractéristique d'une entreprise, en fait, d'être une holding. Voilà. Donc, on peut très bien avoir une société d'exploitation qui est aussi une holding. Ouais. C'est-à-dire que aussi, ça se fait assez souvent pour éviter de démultiplier et de monter des fois des usines à gaz. Dans certaines entreprises où la personne est toute seule, elle sait qu'elle ne va pas être amenée à revendre et qu'en gros, sans elle, la boîte ne tourne pas, des fois, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire une holding. Et en fait, si ce n'est de changer l'objet social de son activité déjà existante pour dire, en plus de mon activité, je vais aussi détenir des participations dans d'autres entreprises, sans pour autant créer une autre entreprise. Et c'est là justement qu'on peut faire la différence entre une holding active et passive ? Totalement. La différence entre une holding active ou passive, c'est que c'est assez simple, au final c'est pareil. Une holding active, je vais commencer par passive, c'est le plus simple. Elle ne fait que détenir des titres, elle fait rien d'autre. Elle achète des titres et elle attend que les dividendes tombent ou elle attend de les vendre quand elle voudra les vendre. Ça c'est une passive, ce qui est assez rare en fait. C'est plus, les holdings passives, elles ont plus vocation à être dans le cadre d'une préparation d'une succession, des choses comme ça. Une holding plutôt familiale, on appelle ça. Les holdings actives, elles, en plus de détenir, elles vont aussi être actives vis-à-vis de leur filiale. C'est-à-dire qu'elles vont exercer une vraie activité auprès de leur filiale, que ce soit pour animer, en tout cas, les filiales à plusieurs niveaux, parce qu'elles ont des centres de coûts communs, parce qu'il y a un dirigeant qui est dans la holding et qui s'occupe aussi de la filiale, ou même des salariés communs. Voilà. Ou on peut avoir aussi, même je dis auprès des filiales, mais souvent c'est le plus courant, mais aussi une autre activité. Ah, c'est ça ma question, parce que c'est effectivement le terme actif.
il n'est pas juste relatif à avoir une relation active avec la filiale. Tu peux avoir une société, je prends un exemple, tu peux avoir une société fille qui n'a strictement rien à voir avec ton business, à Oui. qui tu vends aucune prestation et tu mélanges rien du tout. Exactement. Mais toi, avoir un autre type de business à côté et ça te fait de toi quand même une holding Oui. active. Ok. C'est ça, en fait, voilà. Cette définition, le actif passif, elle sert juste à un point fiscal, que je ne vais pas développer là parce qu'il est très complexe, il est très rare, mais il sert à juste pouvoir avoir droit ou non à certaines exonérations fiscales, donc notamment la holding active est plutôt favorisée que la holding passive. Oui. Voilà, c'est juste Ouais, ça. il me semblait bien qu'il y avait quand même un intérêt à être actif plutôt que passif. Il y a plutôt un intérêt à être actif, mais encore une fois, c'est assez rare parce qu'en fait, c'est soit dans le cadre de succession particulière, soit dans le cadre de cession particulière, mais en fait, je le développe même pas parce que c'est quand même assez rare et que la plupart du temps, on est assez souvent sur de l'actif, ou quand on est sur du passif, souvent on n'est pas confronté à la problématique fiscale derrière. Donc voilà, mais la différence, en tout cas, souvent on entend parler, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, c'est pas important trop de faire la distinction là-dedans, notamment quand on crée la holding, il n'y a pas de questions à se poser. Tout comme la holding n'est pas un statut à part entière, en fait, voilà, actif ou passif, c'est marqué nulle part. Holding, c'est marqué nulle part. C'est juste une caractéristique. Voilà. Ok, très clair. Maintenant, est-ce qu'on peut dérouler 6 cas d'usage, justement, enfin, en tout cas, pourquoi il est intéressant d'avoir une holding. Est-ce que tu peux déjà nous partager peut-être le premier point? Ouais, en fait, j'aime bien le présenter comme ça, effectivement. Une fois qu'on a vu qu'est-ce que c'était qu'une holding, c'est pourquoi je ferai une holding. Et de mon côté, en tout cas, j'ai trouvé 6 cas, j'ai regroupé à travers 6 cas d'usage, effectivement, pourquoi faire une holding. Donc, le premier cas qui est un cas qui peut être assez courant au final, en tout cas, et qui est un cas le plus peut-être évident, on va dire, de création d'une holding, c'est si je veux racheter une entreprise existante. Ouais. Donc, moi, en tant que personne physique, j'ai envie d'acheter une entreprise qui existe déjà. Donc, je vais acheter les titres de cette entreprise. C'est important, c'est pas le fonds de commerce que je vais acheter, mais les titres. Et donc, si je veux acheter... les titres, c'est les actions. C'est ça, les actions, voilà, ou les parts sociales, si c'est une SARL. Et du coup, si je veux acheter cette entreprise-là, soit j'ai 2 options, soit je l'achète moi en tant que personne physique. Donc, potentiellement, je vais faire un emprunt. Il y a des chances pour acheter cette entreprise. Donc, si je fais un emprunt, ça veut dire que moi, en tant que personne physique, je vais acheter les actions, je vais faire un prêt à la banque, comme si j'achetais de l'immobilier en perso. Hein. Je vais faire un prêt à la banque, j'achète les actions en perso, donc la banque me prête, je mets l'argent de l'argent de la banque que la banque m'a prêté, je le donne au vendeur. Ouais. Et ensuite, je détiens l'entreprise, je suis associé de cette entreprise. Il va falloir ensuite que je rembourse mon prêt. Encore une fois, même principe tu vois, que quand on est sur de l'immobilier. Il va falloir que je rembourse mon prêt, sauf que pour rembourser mon prêt, il va falloir que je génère du cash. Oui. Et l'idée, c'est que ce cash, il vienne de l'entreprise que je viens d'acheter, puisque c'est mon activité principale. Donc, si je fais ça, ça veut dire qu'il va falloir que je me verse de la rémunération ou des dividendes, en tout cas que je sorte de l'argent de l'entreprise avec le frottement fiscal qui va avec, cotisation sociale ou impôt ou tout ce que tu veux, peu importe la forme. Il va falloir que je le fiscalise pour ensuite le donner à la banque. Oui. Au final, au passage, je vais perdre des plumes pour quelque chose que je ne vais pas toucher dans ma poche. Ouais. Pour contourner ça, il suffit en fait de créer une société qui sera une holding en l'occurrence, qui elle va faire l'emprunt et qui ensuite va acheter les actions, va donc donner l'argent au vendeur. Mais cette fois, quand la filiale va générer du cash, je vais, au lieu de me repasser par moi à titre personnel pour rembourser l'emprunt, l'argent va remonter dans la holding. Ouais. Jusque-là, on pourrait dire, oui, bon, ça revient au même. Non, parce que le frottement fiscal n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que dans le premier cas, c'était rémunération ou dividende. On en a parlé pas mal dans l'épisode précédent, entre la différence entre SAS et SARL, au niveau de la fiscalité. Très intéressant d'ailleurs comme épisode. J'invite tout le monde à réécouter cet épisode ou à re-regarder aussi sur YouTube. L'optimisation de la rémunération du dirigeant selon qu'on soit en SARL ou en SAS, très intéressant. Et important pour comprendre cet épisode-là. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Il faut vraiment faire dans l'ordre. En fait... soit donc tu prends de la rémunération, cotisation, je ne reviens pas dans le détail, mais cotisation sociale, impôt sur le revenu, soit tu prends un dividende, tu as de l'impôt sur les sociétés d'abord au niveau de la société et ensuite la flat tax sur ton imposition personnelle. Si je distribue l'argent cette fois à une holding, donc à une autre société,
j'ai ce qu'on appelle le régime Murphy. Le régime Murphy, en fait, c'est un système fiscal qui permet que quand on détient au moins 5%, donc ça va, c'est facile, au moins 5% d'une autre société, les dividendes qui remontent entre les deux sociétés sont exonérés d'impôts sur les sociétés dans la holding. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, la holding, elle va recevoir les dividendes, donc ça va générer un produit dans ses comptes qui normalement serait soumis à l'impôt sur les sociétés, puisque la holding, en tout cas pour que le régime Murphy marche, il faut que les deux soient à l'impôt sur les sociétés, filiale et holding. Normalement, ça devrait générer de l'impôt sur les sociétés, mais si je détiens au moins 5%, on peut activer le régime Murphy et faire en sorte que les dividendes que je reçois dans la mer, ils soient pas soumis à l'impôt sur les sociétés. En tout cas, il y a une réintégration en phase de seulement 5%. Donc on peut le tourner à l'envers et dire que c'est exonéré à hauteur de 95%. Donc, exemple chiffré, tu fais remonter 100 000 euros de dividendes. Toi, dans ton bilan de holding, tu vas déclarer 5 000 euros sur ces 100 000 euros de résultat exceptionnel qui sera, lui, fiscalisé. Imposé à l'IS. Donc ça veut dire que l'impôt, c'est même pas 5 000, c'est potentiellement 15 ou 25% l'IS de 5 000. Donc si je suis à 15%, ça veut dire que ça fait 750 euros. Ouais. Donc tu vois, je remonte 100 000, j'ai 750 euros. 0,75% d'imposition. Exactement, donc autant dire aucun frottement fiscal. 750 euros pour 100 000, ça mais à condition que cet argent aussi, tu en aies besoin à titre professionnel. Si tu en as besoin à titre personnel, de toute façon, pour le sortir de ta holding, tu le ressortiras par de la flat tax ou autre. Exactement. Ouais. Mais là, en tout cas, en l'occurrence, pour rembourser l'emprunt, sur ce qui nous intéressait, ça permet en fait de ne pas avoir cette frottement fiscal. Alors on a l'IS dans la FI quand même au niveau frottement fiscal, mais ça permet quand même d'avoir quand même un frottement fiscal beaucoup moins fort, parce que si par exemple je m'étais distribué le dividende, j'avais eu l'IS quand même et j'ai 30% de flat tax, et là j'ai 0,75. Donc 0,75 versus 30. Ouais. Et attends, j'ai une question là-dessus. Ok, je fais remonter là, j'ai une fille qui fait remonter à une société mère. Donc, on remonte 100 000. Cette société mère, elle remonte 100 000 à une autre société qui est sa grand-mère, hein, grosso modo. Oui. Jusqu'à combien de niveaux, comme ça, tu peux bénéficier du régime Murphy ? Bonne question. Très bonne question. Je ne sais pas si ça existe un limite de niveau. C'est une bonne question que je pourrais te donner, que tu pourras mettre en descriptif de l'épisode. Ok, on va donner le détail en descriptif. Mais moi j'ai le cas, tu vois, et j'ai du mal à savoir. J'ai des gens qui me disent il n'y a pas de limite, d'autres qui me disent c'est 2 niveaux maxi, d'autres qui me disent tu peux pas avoir une grand-mère, en fait, voilà. Alors je n'ai vraiment pas envie de te dire de bêtises, donc je vais pas te la dire, il faudrait que je vérifie. Non mais ok, c'est mieux. Après c'est hyper technique, donc franchement. Mais je vais le vérifier, ça ira très vite. Mais je ne veux pas te dire de bêtises. Je n'aurais pas dit non plus que je pense pas m'être posé déjà la question, en fait, tout simplement. Okay. J'ai jamais vu le cas. Ok. Ouais. Bon. On va le mettre à la réponse parce que moi ça m'intéresse, donc ça m'intéresse vraiment de l'avoir, et du coup on la partagera avec tout le monde. Je te donne la réponse. Ouais, ça roule. On va faire patienter les auditeurs 5 minutes. C'est ça. On va faire ça. On va vous faire patienter. On va rechercher la réponse dans les textes de loi et on vous le mettra à la toute fin. Donc restez bien jusqu'au bout. On vous mettra tout ça. Ah oui. Bonne idée. C'est bien pour les stats, l'algorithme et tout. Tu vois, ça fait des écoutes. Ça on voit le pro. En fait, donc ça c'est effectivement déjà un premier point super important pour acquérir une société, pour remonter du cash. L'autre option que j'ai aussi en plus, c'est de pouvoir remonter de l'argent au-delà des dividendes par d'autres moyens. Donc ça peut être en fait la holding, elle peut facturer des prestations à sa filiale, elle peut facturer ce qu'on appelle un mandat social. Voilà, plusieurs choses qui permettent de remonter aussi du cash. Okay. Et de ensuite rembourser ton emprunt, etc. En tout cas, encore une fois, pour ne pas avoir à se verser l'argent personnel. Okay. Et ça, c'est un point important. Et l'autre point aussi, qui est tout bête, mais c'est quand même important, parce que on pourrait dire c'est pas très significatif, ça dépend de l'emprunt, c'est que les intérêts de l'emprunt, si je fais mon emprunt à titre perso, je ne peux pas les déduire. Oui. Pour le coup, là, c'est pas comme l'IMO avec le revenu foncier où je peux déduire mes intérêts. Ouais. Là, à titre personnel, je déduis rien nulle part. Donc, dans la holding, je vais pouvoir déduire mes intérêts d'emprunt aussi. Et puis, bien sûr, tous les autres frais que je pourrais avoir. Alors, je ne les aurais pas eu à titre perso, des petits frais bancaires, parce qu'il faut un compte, des honoraires comptables, etc. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, par rapport à l'économie que ça fait d'impôts, ça vaut le coup. Donc, ça, c'est le premier point important. Si je veux racheter une boîte, il faut que je crée une holding au-dessus pour faire ça. Et on le verra après dans un autre cas d'usage, je crois que c'est le 5e, au moment de la cession de l'entreprise, ça aura eu un intérêt aussi d'avoir mis une holding au départ. Ok,
Très clair. Dans quel autre cas on peut justement, ça peut être intéressant de créer une holding? Donc, deuxième cas d'usage, c'est si je veux gérer un groupe de sociétés. Ouais. Donc, c'est-à-dire que là, cette fois, j'ai déjà plusieurs sociétés qui vont avoir potentiellement des interactions entre elles. Et là, en fait, ça peut permettre c'est important d'avoir un pivot qui peut permettre de gérer ces relations interfiliales. Exemple classique, c'est j'ai de la trésor à faire circuler. Et j'ai une entreprise qui a pas mal de trésor, une autre qui en a besoin, qui a un besoin de cash. Comment je fais pour faire circuler en fait la trésorerie entre elles? Et ce qui est une option pour faire ça, c'est de faire une holding en fait au-dessus de chacune Ok. et de pouvoir faire transiter la trésorerie via la holding. C'est-à-dire Ok. que je remonte de une filiale, celle qui a le cash, à la holding. Pas forcément. Alors, je peux le faire via les dividendes, comme on l'a dit, mais sans attendre les dividendes, je peux le faire aussi, parce que les dividendes, la contrainte, c'est d'attendre la clôture du bilan, l'assemblée générale pour distribuer. Du coup, ce que tu cites, c'est ce qu'on appelle une convention de trésorerie. Exactement. Et c'est quoi la différence avec du compte courant? Alors, très Compte bonne courant question. d'associé, Ouais, j'entends. très bonne question. En fait, le compte courant d'associé, il va que dans un sens. C'est-à-dire que le compte courant d'associé, ça peut être la holding qui prête à une filiale. Ok. La holding fait un apport en compte courant d'associé à sa fille. Ok. Par contre, si la filiale elle veut remonter de cash dans la holding qui n'est pas justifié par des dividendes, par une facturation ou autre, là il faut une convention de trésorerie parce Ok. qu'en fait tu remontes de la trésorerie qui n'a pas de justification juridique. D'accord. Donc tu peux pas, effectivement, la société filiale ne peut pas injecter du compte courant dans sa mère. L'associé, redis-moi. Est-ce que une société fille peut Oui. injecter du compte courant Non, dans la société mère? exactement. Non, pas dans ce sens. Non, pas dans Ok. ce sens. Ok. Ou alors, il faut faire une convention de trésorerie, effectivement. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut faire circuler de la trésor. Alors, quand on a une holding au-dessus, on appelle ça souvent une convention de cash pooling. Ouais. Donc, c'est une convention, en fait, qui permet de dire la holding centralise la trésorerie des filiales et la redispatche comme bon lui semble. Ok. Donc, ça permet, en fait, de pouvoir centraliser cette trésorerie. Quand on fait une convention de trésorerie aussi, après, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi définir des conditions particulières. C'est-à-dire qu'on va mettre, par exemple, des plafonds de circulation de trésorerie, on va mettre des taux d'intérêt. Ok. Ce qui est important d'ailleurs, c'est que quand les entreprises se prêtent de la trésor entre elles, elles sont sont obligées de rémunérer ce prêt. Ouais. Donc il y a un taux légal minimum, c'est ça? Alors, il n'y a Déjà pas de taux légal minimum, Non. il y a un taux légal maximum pour qu'il soit déductible, Ok. mais il faut juste que le taux il existe. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rémunération de cette trésorerie qui a été prêtée. Donc, soit il y a une convention de trésorerie et la convention elle fixe les taux. D'ailleurs, il peut y avoir une convention de trésorerie. Alors, c'est un plus grand groupe. Il ne faut pas le faire si on n'a pas besoin, comme je disais tout à l'heure. Mais il peut y avoir des conventions de trésorerie, même si ça va que dans un sens vers le bas. Ok. Des fois aussi, on le fait parce que ça permet de fixer les taux, les plafonds, comme je disais, etc. Mais dans tous les cas, ça permet de fixer soit donc, un taux qu'on fixe à ce moment-là, soit si on n'a pas fixé de taux à ce moment-là. Alors, c'est un truc un peu particulier. Il y a des trucs comme ça au niveau juridique. C'est qu'on n'est pas obligé de faire une convention écrite. Au niveau trésorerie, je parle pour définir un taux. Encore une fois, quand on remonte de la trésor, là, il faut faire un écrit parce que c'est quand même mieux. Mais si c'est juste pour définir le taux, on n'est pas obligé de faire un écrit. C'est en fait, il y a plusieurs choses comme ça. C'est comme les conventions de mise à disposition d'un local pour un dirigeant qui exerce chez lui. Il n'est pas obligé de faire un écrit, un bail écrit. Bon, ben là, c'est la même chose, pas obligé de faire une convention écrite. Donc, ça peut être juste, il faut juste par contre se tenir à ce taux ou à cette règle de taux tous les ans. Si on dit qu'effectivement, c'est tous les ans le taux qu'on appelle le taux maximum déductible, le taux légal. Souvent, on l'appelle le taux légal, mais en fait, on a tendance à croire que c'est le taux qu'il faut tout le temps faire. En fait, c'est juste le taux jusqu'auquel on peut déduire l'intégralité des intérêts de l'impôt sur les sociétés. D'accord. Voilà. Donc, alors effectivement, il est très élevé en ce moment. Bon, au final, il est très élevé. Il est proche des taux d'intérêt bancaire, il est autour de 5%. Ok. Je crois que c'était même plus de 5% là, pour les clôtures 31 décembre. Je crois que c'est 5,47, un truc comme ça. C'est assez élevé. Donc, ça vaut quand même le coup parce qu'au final, ça permet aussi de faire circuler de la trésorerie d'une autre manière. Oui. Sachant que ça va générer une charge dans la fille et un produit dans la mère. Bon. Ça permet de potentiellement... Ça coûte quoi à peu près de faire ça, de mettre ça en place, une convention de trésorerie avec son expert comptable? Une convention de trésorerie, ça va plutôt être avec un avocat déjà. Ah, c'est un avocat? Okay. Ouais. En tout cas, notamment quand c'est des conventions de cash pooling, nous on le fait quand même chez nous, mais via notre cabinet d'avocat. Ouais.
C'est variable, c'est quelques milliers d'euros. Ok. Ça dépend en fait du nombre de filiales et des conditions particulières qu'on va vouloir mettre dedans. Ok. Très important en cas de contrôle fiscal, sinon ça sera considéré comme de la distribution occulte de résultats. Ah ouais. Et Même si ça se régularise dans l'année fiscale. ouais, ça se régularise dans l'année, ça va, mais je ne recommande pas. Ouais. mais ça va, ouais. Ok. Donc, du coup, pour gérer un groupe de sociétés, quand il y a plusieurs, voilà, la trésorerie à faire circuler, la holding, en fait, prend tout son sens. Ok. Ça peut être aussi, après, si tu as plusieurs groupes de sociétés qui vont avoir des charges communes. Oui. Et du coup, au lieu, imaginons, il y a un salarié qui intervient sur 2 sociétés différentes. Au lieu de faire un contrat mi-temps sur l'un, un contrat mi-temps sur l'autre, ou de se refacturer, parce que quand il y a un salarié, ça va, mais quand il y en a plusieurs, quand il y a aussi en plus un loyer, du partage des locaux, enfin bref, commencer à avoir des charges communes, la holding a tout son sens aussi pour pouvoir prendre en charge tout ça, tout ce qui est commun, et redispatcher selon une clé de répartition, en fonction d'une facturation, toutes les charges. C'est un côté, cette fois, pas d'avantage fiscal là-dessus ou juridique, c'est un côté très pratico-pratique, en fait, tout simplement. Sinon, ça devient vite le bazar d'expérience. Ouais, ça, je comprends. Non, mais je comprends tout à fait. Ouais. Donc, du coup, ça permet de centraliser et mutualiser potentiellement les coûts aussi. Parce qu'en fait, quand on commence à avoir des coûts significatifs sur certains postes, ça permet potentiellement d'avoir auprès d'un fournisseur qu'un seul interlocuteur. Et de mutualiser potentiellement des coûts. En fait, c'est comme un accord cadre, grosso modo, mais pour ton propre groupe à toi. Exactement. Et après, tu te débrouilles à refacturer à qui il faut refacturer. Donc ça, c'est aussi important pour gérer un groupe de sociétés. Mais est-ce que quand tu es entrepreneur, par exemple, tu as une holding, tu as plusieurs sociétés filles, est-ce que tu as vraiment intérêt et envie d'avoir des salariés sur ta holding plutôt que d'avoir des salariés dans des filiales? C'est une holding qui est censée être quand même aussi un peu patrimoniale, parce que finalement, c'est le seul truc que tu es censé garder jusqu'au bout. Ouais. Franchement, ça dépend. Ça dépend vraiment. Il faut voir si, en effet, ça vaut le coup. Il faut voir combien de salariés, quelle est la répartition. Si c'est simple, que c'est toujours la même chose, ça va. Mais en fait, si tu commences à tenir des temps, etc., ça commence à devenir plus compliqué, en tout cas, parce qu'après, il faut que l'une refacture à l'autre. C'est la mise à disposition de salariés, donc c'est encadré. C'est un peu compliqué. Donc, au final, après, mettre des salariés sur un holding, moi, ça ne me choque pas. Parce que quand même, après, ta holding, c'est pour toi et sa vocation patrimoniale. En soi, le salarié, ça ne change pas grand-chose pour lui. Enfin, je veux dire, il n'a pas accès à plus de données que ce que tu... Non, mais par contre, si tu vends tes activités, tu justifies comment que tu n'en as plus besoin? Oui, effectivement, mais ça peut passer par du licenciement économique. Bon, après, souvent, en fait, tu n'arrives pas là et tu passes par une rupture conventionnelle. Ou alors tu le fais embaucher par la filiale. Exactement, filiale, un truc, totalement. Voilà. Mais quand c'est... oui, voilà. Ça dépend aussi après ce qui est racheté, parce qu'en fait, si tu revends effectivement qu'une seule boîte et qu'il y avait un salarié qui travaille à mi-temps dessus, ou est-ce que en fait, tu revends tout un groupe, c'est très variable. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Ça peut se faire par plusieurs foyers, ou à ce moment-là, effectivement, tu peux faire une grand-mère, comme tu disais, en fait, rapatrier, en fait, apporter tout ce que tu veux dans ta holding sur holding et vendre la holding en fait en dessous. Ça peut se faire. Totalement. Ouais, effectivement, tu vends tout au groupe, enfin, tu vends tout plutôt que d'acheter les différentes filiales, le mec il prend ta holding qui détient déjà. Mais si tu as autre chose que tu veux pas lui vendre, tu peux l'apporter à une sur-holding. Après, on en parlera tout à l'heure des apports et des reports fiscaux, mais en tout cas, tu peux l'apporter sans impact fiscal. Là-dedans aussi, dans l'intérêt de regrouper plusieurs sociétés en dessous d'une holding, c'est l'intégration fiscale. Donc ça, là, pour le coup, c'est un intérêt fiscal qui est que si j'ai plusieurs sociétés, je peux avoir, par exemple, une société qui a un fort bénéfice et donc qui va payer beaucoup d'IS. Et de l'autre côté, imaginons une société qui est en fort déficit et donc ne pas payer d'IS, mais pour autant, on ne va pas lui en rembourser. Du coup, à court terme, tu perds du cash. Et c'est le nerf de la guerre, du cash court terme. Donc, du coup, pour éviter ça, tu peux faire ce qu'on appelle l'intégration fiscale, qui permet de regrouper tous les résultats fiscaux de ton groupe. Donc, tu groupes tous les résultats de tes sociétés dans la holding, en fait, qui va, elle, payer un impôt pour le groupe. Donc, on aura mutualisé tous tes résultats. Donc, si tu fais plus de 100 000 d'un côté et moins 100 000 de l'autre,
ben, ça va faire qu'un résultat que de plus 100 000. Ok. Et donc, tu vas payer ton impôt là-dessus. Donc, au global, tu paieras moins d'impôts parce que, encore une fois, on ne t'aurait pas remboursé sur la filiale. Donc, tu vas sortir moins de cash. Ok. Donc, ça, c'est intéressant dans des groupes, notamment, en tout cas, quand on va avoir des sociétés qui ont vocation à être en déficit ou qui ont, vocation. Je ne sais pas si on a vraiment vocation à être en déficit, mais en tout cas, qui vont avoir des déficits pendant un certain temps parce qu'il y a des investissements importants pour plein de raisons. C'est pour ça que ça arrive surtout dans des gros groupes, souvent, à l'intégration fiscale. Il faut qu'il y en ait un intérêt. Mais est-ce que du coup, tu es obligé de détenir le même nombre de parts ou d'actions dans toutes tes filiales? Parce que c'est fait en quote-part, comment c'est calculé après? Alors, effectivement, il faut... Donc, tu n'es pas obligé d'intégrer tout le monde, déjà. Ok. Tu mets un périmètre d'intégration fiscale, on appelle ça. Donc, tu dis qui c'est que tu veux mettre dans le périmètre. Et cette fois, par contre, pour être en intégration fiscale, il faut détenir au moins 95%. Ah oui, donc c'est l'inverse de Virgin Murphy. Murphy. Ah ouais. Donc, 95% quand même de détention au moins. Ok. Bon, ça, c'est ce qui a un peu de sens, hein, parce que sinon, ça reste une usine à gaz. Tu as 30% par-ci, 50% par là. Okay. Exactement. Parce qu'en plus, après, c'est-à-dire que les autres pourcentages, comment ils sont calculés, etc., c'est un bazar. Donc, souvent, c'est l'intégration quasiment à 100% tout le temps. Okay. C'est pour ça que dans les gros groupes, c'est souvent le cas. Par contre, inconvénient, et c'est pour ça que c'est plutôt dans les gros groupes et que assez souvent d'ailleurs, comme la holding, souvent l'intégration fiscale va bien derrière aussi. Souvent, il faut que je fasse l'intégration fiscale, c'est cool et tout ça. Ça, on a l'impression que c'est stylé. Mais en fait, la problématique de ça, numéro 1, c'est que donc, quand tu as plusieurs filiales qui ont chacune leurs résultats, elles ont chacune leur taux réduit d'IS et leur plafond de taux réduit d'IS à 15%. Oui. Si tu fais l'intégration fiscale, tu l'as qu'une fois. Ah ouais, donc en fait, oui. Donc notamment si tu cumules des bénéfices, là tu perds. Dans les gros groupes... On va juste rappeler peut-être l'IS réduit, le taux d'IS réduit. Rappeler, Donc le taux d'IS réduit, c'est 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Et ensuite, c'est 25%. Voilà. Supplémentaire. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en fait, chaque filiale a le droit ne va payer 15% d'impôt ne va payer sur ses 42 500 euros de bénéfices que 15% d'impôt à chaque fois sur chaque filiale. Mais par contre, si tu consolides tout, tu perds tous ces avantages. Tu perds 10 points d'IS par bénéfice de 42 500 supplémentaires par tranche de 42 500. Voilà, donc 4 250 euros par filiale que tu perds. Okay. Exactement. Bon, alors, quand tu as un gros volume, c'est pas forcément gênant. En fait, c'est même pas ça, c'est que pour avoir le taux réduit d'IS, il y a des conditions. Et dans les conditions du taux réduit d'IS, il y a notamment une condition d'ailleurs qui vient de... Non, elle ne vient pas de changer, c'est juste qu'il est en ligne avec le CAC, pardon. Mais en tout cas, il y a une condition de chiffre d'affaires notamment. C'est-à-dire qu'il faut faire moins de 10 millions de chiffre d'affaires. Et typiquement, c'est pour ça que je dis que c'est dans les gros groupes, dans les grosses boîtes, parce que les boîtes qui font plus de 10 millions, elles ont dans tous les cas un IS à 25. Donc en fait, de perdre l'IS à 15, elles s'en fichent parce qu'elles l'ont pas. C'est pour ça que c'est plutôt elles qui font l'intégration fiscale. En dessous... Il faut voir en fait en fonction du taux réduit. Après, en soi, quand tu fais 10 millions de CA, est-ce que tu es à 4 500 euros Non, mais ça dépend du nombre de filiales aussi. Et puis dans tous les cas, quand tu es à 10 millions de CA, etc., souvent aussi, il y a une histoire pratique en fait, de regrouper aussi les résultats fiscaux et, plutôt que de faire un résultat isolé. Et puis souvent, quand tu es là-dedans, ça dépend, mais dans la plupart des groupes, tu as toujours une entité qui a moins de résultats qu'une autre. Tu peux aussi piloter un peu ton résultat comme ça. Donc, il y a cette condition de 10 millions. Il y a la condition d'avoir libéré totalement le capital social. Il y a la condition aussi qu'au moins 75% soit détenu par des personnes physiques. Et c'est des fois ce qui peut se poser dans les... Alors, directement ou indirectement. C'est-à-dire que si tu as au-dessus une holding qui est elle-même détenue à 75% par des personnes physiques, c'est bon. Okay. Là, par contre, ça ne peut pas être en rafale pour le coup. C'est qu'à un niveau. Donc voilà pourquoi l'intégration fiscale, plutôt gros groupe. Ne vous embarquez pas là-dedans s'il n'y a pas de déficit d'ailleurs nulle part. Et si en plus vous avez le droit au taux réduit d'IS, parce qu'au final, sinon c'est perdant. Ok. Mais ça peut être un intérêt dans certains cas, si on répond à ces conditions-là. Voilà, c'est un intérêt fiscal. On est bon sur le deuxième point ? Totalement. Si ce n'est à l'inverse, justement, ce qui peut être intéressant quand on fait une holding, c'est qu'on cumule les taux réduits d'IS. C'est-à-dire que si j'ai qu'une seule société qui génère un résultat supérieur à 42 500, je vais avoir qu'une fois droit au taux réduit. Quand je vais faire ma holding, je vais avoir en plus droit à une deuxième fois au taux réduit. Donc, ça me permet de démultiplier en fait mon taux réduit d'IS
En tout cas, il faut bien que j'envoie le résultat au bon endroit pour le coup. Ouais. Mais quand j'en ai 3, je multiplie par 3. Et ça peut avoir un intérêt, notamment quand j'ai effectivement, en tout cas, il faut pas avoir, c'est pas le seul intérêt, mais ça vient en plus des autres. Hein. On ne peut pas le faire que pour ça. Mais si j'ai une société d'exploitation qui génère beaucoup de résultats, beaucoup de cash, et que je veux pouvoir le réinvestir dans une autre entreprise qui n'a rien à voir, je fais une holding au-dessus, je fais une autre filiale, je me retrouve avec 3 sociétés au lieu d'une, et donc je me retrouve avec 3 fois 42 500 de taux réduit. Et donc, je gagne 4250 fois 2, 9500 euros quand même par an. Pas négligeable. Donc, c'est aussi, tu vois, à l'inverse de l'intégration fiscale, un intérêt aussi quand on a un groupe de sociétés de pouvoir cumuler les taux réduits et de l'envoyer où on veut, quoi. Alors, effectivement, il faut quand même peser le pour et le contre. Parce que, faut pas le faire que pour ça. Ouais, parce que avoir une autre société, ça coûte. Il y Bien a sûr. des obligations aussi légales, Totalement. juridiques, sociales et tout ça. Et finalement, le gain, il n'est pas si important C'est ça. que ça. Faut Moi, pas le faire que pour ça. Ouais, je l'ai bien calculé, mais sur un autre volet qui est le volet de la ZFU, Ouais. donc la zone franche urbaine, où là, pour le coup, tu es exempté. Alors maintenant, ça a baissé, hein, mais avant, c'était quand même plus intéressant. Tu es exempté à 100% d'impôt sur tes 50 premiers 1000 euros de bénéfices pendant 5 ans en totalité. Après, c'est dégressif. Après, c'est dégressif. Donc tu dis, il y a quand même là une optimisation à faire aussi, puisque là, tu passes de 15 à 0. D'imposition sur tes 42 500 euros et puis sur les 7 500 euros tu passes de 25 à 0 quoi. Donc là il y a du sens et même là finalement moi je l'ai fait donc du coup j'ai plusieurs sociétés en ZFU qui n'ont pas de salariés etc. Pour optimiser ça. Le truc c'est que c'est une société de plus, c'est de la paperasse en plus, c'est de la charge mentale en plus, c'est un bilan en plus, enfin, tu vois, et au final tu vas économiser un peu mais franchement c'est lourd quoi. C'est ça, il faut pas que ça soit le seul intérêt. De toute façon, si tu crées une boîte où tu fais un montage uniquement pour un aspect fiscal, c'est pas bon. Exactement. Déjà, c'est pas légal. Après, faut-il encore savoir que c'était ton intention, mais c'est ce qu'on appelle l'abus de droit fiscal. Donc, si les impôts venaient à te prouver que en fait, tu n'as fait ça que pour des raisons fiscales, effectivement, tu serais redressé. Mais au-delà de ça, c'est pas le bon raisonnement. Dans tous les cas. Donc, c'est juste que ça vient en plus. Et notamment quand le taux réduit, en fait, on en parlera peut-être après, mais notamment quand tu factures des prestations entre les filiales ou notamment ce qu'on appelle un mandat social, ça permet de te piloter le montant pour faire en sorte justement d'optimiser ça. C'est plus en fait en mode je le fais dans tous les cas et j'optimise parce qu'en fait, où c'est que je veux mettre le résultat pour avoir le maximum de bénéfices à 15 en fait. Donc, il faut que je m'assure que j'envoie un maximum de bénéfices pour que tout le monde soit au taquet du plafond de taux réduit d'IS. Ou en tout cas, si c'est pas au taquet, en tout cas qu'il n'y en ait pas un qui dépasse, s'il n'y en a pas un qui est au taquet. Voilà. Donc, mais c'est juste ce que tu dis, c'est important. C'est comme dans les OBO, l'OBO que j'avais traité sur l'immobilier. Donc, quand tu rachètes de l'immobilier perso via une société, etc., c'est comme le LBO finalement, mais un peu pour l'immobilier. Si effectivement il est prouvé que tu l'as fait juste pour des raisons fiscales, tu te fais retoquer et il peut y avoir la nullité du truc. Quoi, voilà. Et c'est important, je pense, de le dire et de le répéter que l'administration fiscale, elle veille quand même à ça. Et au fait que oui, il y a des optimisations à faire, mais elles doivent être faites dans un contexte global et pas que pour ça. Voilà, tu as raison de le dire. Au-delà de ce risque-là, je crois que c'est pas la bonne stratégie. Tu vois, en fait, je sais pas, j'essaye de trouver un parallèle avec l'IMO, mais je crois que c'est pas la bonne stratégie. Je vais te dire, c'est le mec qui investit dans l'IMO pour écomnomiser des impôts et qui achète un Pinel juste pour économiser des impôts. Exactement, ah ben voilà. Non mais c'est ça, c'est que le moteur n'est pas le bon moteur. Oui, ou souvent, ce que j'entends souvent, c'est comment, en fait, qu'est-ce que je peux faire comme charge pour pouvoir réduire mon impôt. Mais attends, si t'as pas prévu de dépenser, dépense pas. Exactement. Alors ça, c'est un truc, on fait une parenthèse là-dessus, ça n'a rien à voir avec la holding, et ça, c'est un truc qui me fait halluciner. Oui, mais de toute façon, je le passe en charge. Non. Oui. Ok, donc tu vas dépasser 100, tu vas économiser 50, t'as cramé 50 en fait. Cramé, non, mais au bout d'un moment. C'est ça, si t'as pas prévu de le dépenser, le dépense pas. Oui, c'est ça. Non, mais ça me fait halluciner. Les gens font des raccourcis, et tu vois, je trouve qu'intellectuellement, c'est bizarre quoi. Tu te dis, attends. En tout cas, c'est pas un bon raisonnement pour devenir riche. Ouais. Ok, de toute façon, je le passe en charge. Ouais, ok. Ça reste une charge. Ok, oui, comme tu le dis, garde-le dans ta poche et au moins, tu n'as pas de charge, mais tu n'as pas de dépenses. Quoi. Après, si effectivement, tu as eu prévu de le dépenser, bien sûr. Forcément, là, il y a un intérêt. Mais clairement, effectivement, souvent, c'est le problème, c'est qu'est-ce que je peux faire comme charge ? Rien. Si ça ne devient pas direct, mais on s'en fout. Mais oui, c'est clair. Même ça, je l'ai tous les jours. Non, mais c'est fou. Donc, ça, c'est important aussi. Ouais. Bon, bref, voilà. Mais en tout cas, juste sur l'aspect fiscal, après, c'est surtout ça. Donc, on a vu
Premier point, acquérir une boîte. Ouais. Deuxième point, gérer un groupe avec pas mal de sujets quand même. Ah si, dans le groupe, on n'a pas traité le mandat social. Ouais, exactement. Ouais, qui est peut-être le dernier point intéressant de ce deuxième point. Effectivement. En fait, tout à l'heure, j'en ai parlé. Pour remonter du cash d'une filiale vers une holding, tu peux faire la remontée de dividendes. C'est le plus classique, on comprend assez facilement, régime Murphy. Mais ça, c'est la distribution du bénéfice. Donc déjà, il faut faire les bénéfices, il faut avoir clôturé le bilan et il faut faire l'assemblée générale. Donc c'est une fois par an. Et entre-temps, si tu as besoin de cash, comment ça marche? Donc, tu as deux autres options pour ça. Soit tu vas effectivement facturer des prestations, ce qu'on appelle souvent convention de management fees, convention de prestation de service. Là, cette fois, c'est différent de la convention de trésor. C'est une convention qui permet de faire en sorte que la holding facture à la filiale des prestations. Ok. Voilà. Ça, ce cas-là, c'est quand notamment, c'est le cas que je disais tout à l'heure, quand la holding elle a des charges communes pour le compte de la filiale, qu'elle peut refacturer. Ouais. Si elle n'a rien à refacturer, parce qu'en fait, elle n'a pas de salariés communs, elle n'a pas de charges qu'elle engage pour la filiale, etc., et qu'il n'y a rien à justifier, et malheureusement, souvent, il y en a beaucoup qui font ça et ils n'ont rien à justifier derrière, c'est caduc, ça ne vaut rien, l'administration fiscale le remettra en cause et ça n'a pas d'existence d'un point de vue juridique ou fiscal. Donc, il faut absolument ça, c'est pour la convention de management. C'est ça, il faut absolument pouvoir le justifier. Et souvent, il faut faire des conventions de management fees béton parce qu'en fait, l'administration, ils vérifient. Donc, si on veut être tranquille et qu'on veut s'éviter que l'administration s'épluche notre convention et que nous demande des justifications sur plein de choses, il faut mieux faire ce qu'on appelle une convention de mandat social. En fait, la convention de mandat social, pour pouvoir faire ça, il faut que la holding soit mandataire social de la filiale. Donc, président, gérant. Président uniquement. Ah, président uniquement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour pouvoir faire en sorte qu'un dirigeant soit une personne morale, il n'y a qu'une SS qui peut faire ça. Ok. Donc, il faut que la filiale soit un SS. Ah, tu peux pas être en gérant, c'est forcément non, une personne gérant, physique. c'est une personne physique. Okay. Donc, un mandataire social, par contre, ça peut être dans une SAS, ça peut être une personne physique ou une personne morale, elle-même représentée par une personne physique. Et c'est pour ça que peut-être que ça se voit assez souvent si vous regardez un cabis ou un truc comme ça. Des fois, on voit que en fait, le président, c'est une autre entreprise. En fait. Moi, c'est mon cas sur toutes mes filiales quasiment. Voilà. Alors, je le fais de moins en moins. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est souvent, je trouve, un peu plus complexe des fois, tu vois, quand tu fais une signature, etc., d'aller préciser que le président, c'est la personne morale représentée à l'acte par telle personne, etc. Ça, c'est chiant. Et il y a aussi un truc, c'est que, c'est con, hein, c'est pour économiser 3 €. Mais aujourd'hui, sur, je sais plus comment ça s'appelle, Monidénum ou un truc comme ça, tu peux aller chercher ton cabis à partir du moment où tu es mandataire social et quand tu es en personne physique avec merde, comment ça s'appelle, France Connect et tout ça, du coup, il te reconnaît. Mais quand tu es représentant physique d'une personne morale qui elle-même, ça marche pas. Donc tu peux pas récupérer tes cabis. Moi, du coup, infos. pour ces boîtes-là, je fais des extraits Papers. Ah ouais. Et ça passe pas, mais la plupart du temps, je sais pas si tu connais, mais en fait, sur Papers, tu peux. Bon, pour ceux qui connaissent pas, Papers, c'est le site de référence numéro 1. C'est le société.com 2.0. Exactement, ouais. Exactement. Et totalement gratuit. Ouais. Qui permet en fait d'avoir toutes les infos sur les boîtes en temps réel. Ils sont connectés. C'est pas très à jour en fait, que par contre, je trouve par rapport à un infogreffe ou un société.com, des fois. Toutes les données elles reviennent d'Infogreffe. Donc, t'as trouvé des infos plus à jour sur Infogreffe que sur Papers Parce qu'ils sont connectés en direct à Infogreffe. En fait, le truc, c'est que par exemple, sur Infogreffe, tu peux envoyer sur société.com, je crois, tu peux leur envoyer un bilan qui n'est pas publié et ils vont le publier. Tu vois, par exemple, Papers, tu peux pas faire ça. Mais s'il a été publié sur société.com, qui n'est pas Infogreffe, qui est société.com. Société.com, d'accord. Du coup, ils vont pas, tu vas pas l'avoir sur Papers. D'accord. Voilà. Et je les ai contactés à ce sujet pour savoir comment on pouvait mettre à jour des fiches quand on était propriétaire des boîtes, tout ça, parce que jamais eu de retour. D'accord, effectivement, ils sont connectés à Infogreffe. Et en fait, cette boîte, elle pouvait pas voir le jour avant, tout simplement, parce qu'avant, les données du greffe n'étaient pas publiques et elles sont devenues publiques il y a quelques années et ils se sont engouffrés dedans. Et donc, bref, sur Papers, on peut télécharger ce qu'ils appellent un extrait Papers, en fait, qui est un cabis. C'est exactement la même chose qu'un cabis. Il n'y a juste pas le cachet, tu sais, sur un cabis, c'est un cachet du greffe. Cachet et un QR code pour vérifier. Exactement. Et donc là, il n'y a pas pas ça. Mais en fait, sinon, il y a les mêmes infos. Et moi, la plupart du temps, ça passe. Exactement sur parce que j'ai 2 boîtes où c'est le cas et quand on me demande ça, je donne le paper, c'est toujours passé, même une banque. Hein. Ah ouais, ok. Même tu vois, pour par exemple investir dans des SCPI, ils te demandent souvent c'est le cas, moi c'est pour investir dans des SCPI, ils te demandent à chaque fois que tu investis dans une SCPI, ils te redemandent le truc à jour et je donne l'extrait paper à chaque fois. Ça. Ah ouais, ok. Bonne astuce. Donc voilà, mais sinon, donc tu peux te mettre président, la holding peut se mettre président
de la filiale si c'est une SAS. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, si c'était un président personne physique qui veut se rémunérer, il faudrait lui faire un bulletin de salaire. Ouais. Quand c'est une personne morale, eh bien, la personne morale, on va pas lui faire un bulletin de salaire, c'est pas une personne physique, donc elle va faire une facture, tout simplement. Et donc, pour savoir combien on va facturer, il faut faire ce qu'on appelle une convention de mandat social, qui est une convention dans laquelle on va définir le montant qui va être facturé par la holding à la filiale au titre de son mandat social. Juste pour être président. Exactement. Et chaque mois, ça permettra à la holding de facturer à la filiale un certain montant qui a été défini pour remonter dans la holding. Et en fait, ça me permet de remonter du cash et notamment, par exemple, de prendre ma rémunération en haut. Imagine, en fait, j'ai une SAS, le cas le plus classique, j'ai une SAS en bas en filiale, j'ai une SARL en haut en holding, je prends mes rémunérations, donc je ne reviens pas sur l'épisode précédent de pourquoi c'est une SARL en haut. Ouais, mais on a vu que c'était plus intéressant souvent d'être en SARL pour se payer à soi. Ouais. Exactement. Donc, du coup, tu as une SARL au-dessus et avec, je prends ma rémunération dans la SARL. En gros, je remonte mon cash via le mandat social. Ce cash qui arrive me permet de me payer ma rémunération et mes cotisations sociales afférentes à cette rémunération. Et comme je disais tout à l'heure, souvent on va pouvoir optimiser, aller gratter un petit peu sur l'IS parce qu'en fait, on va marger ce mandat pour définir le montant du mandat social. Moi, ce que je prends souvent, c'est le montant de la rémunération du dirigeant qui veut se verser, les cotisations sociales afférentes, les 2-3 charges qu'il peut avoir dans la holding, et j'ajoute 42 500 pour pouvoir avoir à la fin un bénéfice de 42 500 dans ma holding, de manière à pouvoir être au plafond à 15%. Du taux réduit. Exactement. Très intéressant comme astuce. Moi, ça me soulève une question. Donc, on a parlé de mandat social. C'est très clair, franchement top. Des choses que je vais d'ailleurs sûrement mettre en place. Par contre, parce que je le faisais un peu, effectivement. Alors, c'est vrai que comme moi, ma holding a toujours facturé historiquement pas mal de prestations de conseil, de consulting en marketing, etc. C'est vrai que c'est assez facile aussi de justifier que tu factures la même chose pour tes filiales, et en plus c'est le cas, in fine. Toutefois, tu vois, par exemple, je détiens une marque avec ma holding. Par exemple, ma holding détient la marque Arta Immobilier, et donc je fais un contrat qui met à disposition de redevance. Ça, on est d'accord, c'est OK. Totalement. Ça peut pas être, voilà. Donc c'est un classique aussi, effectivement, je ne Ouais. l'ai pas dit tout à l'heure, mais un classique de remontée de cash, c'est une redevance aussi. Ouais, voilà, une redevance. Donc, Artae exploite une marque qui ne lui appartient pas, qui appartient à ma holding, et ma holding m'appartient à moi, donc in fine. Elle pourrait même m'appartenir à titre perso, d'ailleurs, la marque. Totalement. Ouais. Tu peux faire une redevance de marque perso, mais auquel cas, si c'était le cas, il faudrait que tu fasses quand même, tu aies un numéro SIRET pour pouvoir, parce que ça devient du BIC. Ouais. Et donc pour pouvoir, alors tu peux le faire en micro BIC. Ah oui, tu peux pas le faire comme un auteur, par exemple, ou quelqu'un qui a un brevet ou à titre personnel. Ben si, mais en fait, alors ça dépend du montant. Ouais. Mais si tu dépasses le seuil, il faudra quand même. Micro-entreprise quand même. Ouais. Ça peut être de la micro ou ça peut être du REL, mais souvent c'est micro parce que tu n'as pas de charge en face. Ouais. Ça peut être aussi, en fait, effectivement, tu as une marque dans ta holding, en fait, tu as des filiales qui utilisent la même marque, mais c'est des... Je dis une bêtise, si tu avais créé une société Artae Toulouse, Artae Bordeaux, Artae Paris, etc. Imaginons si c'était des sociétés différentes, pas forcément d'intérêt, mais imaginons qu'il y a un intérêt parce que tu as des associés différents à chaque fois, ou je sais rien. Ben, tu envoies aussi des redevances de marque à chacune. Oui. Donc souvent, c'est aussi comme ça que ça peut marcher. Dans certains groupes qui mixent à la fois la franchise et l'établissement. Ouais. Enfin non, ils peuvent mixer établissement, franchise et société en dessous. Bah, là, il y a de la redevance qui peuvent se mettre en place aussi pour les sociétés en dessous. Donc ça peut être effectivement un moyen de remonter du cash. Mais sinon, le mandat social reste un bon moyen parce que c'est ultra sécurisé d'un point de vue fiscal. On te remettra jamais ça en cause parce qu'en fait, si tu avais... même si c'est un montant important, parce que tu disais juste pour être président, mais en soi, au final... Quand on dit être président, ça veut dire qu'il y a forcément la personne morale est représentée par une personne physique qui va bosser. Oui. Donc en fait, c'est le fruit de son travail qui est versé en fait pour pouvoir le payer à lui derrière. Très clair. Ouais. Et s'il avait pris un bulletin de salaire, bah, il se serait rémunéré et on lui aurait rien dit s'il s'était pris 100 000. Bien sûr. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on lui dise quelque chose s'il se prend. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Donc, des fois, on me dit c'est pas trop élevé. Bon. Franchement, je me dis, en fait, ça dépend, en fait, combien vous auriez pris. Oui, voilà. Personne va faire la remarque à titre personnel quand tu es PDG. Personne ne se pose la question, est-ce que c'est trop élevé ? Exactement. Fiscalement parlant, je pense. Non, bien sûr. Et sachant que ça va générer un produit dans la holding, une charge dans la FI, un produit dans la holding, mais ce produit sera atténué par la rémunération et les cotisations sociales du dirigeant qui seront elles-mêmes imposées à l'impôt sur le revenu. Donc, il y a toujours une fiscalité. Elle se fait, voilà. C'est juste que ce que ça permet... c'est que ça permet de remonter du cash au fur et à mesure, de se rémunérer en SARL en haut, d'optimiser le taux réduit d'IS et de conserver une filiale sous forme de SAS parce que
ça permet d'avoir de la flexibilité juridique dans la filiale, si tu as d'autres associés notamment, ou si tu as, en cas de vente aussi, la SAS a quelques intérêts pour alors plus pour l'acheteur, mais c'est quand même un argument de vente. Ok. Bon, ça c'est très très clair. Donc c'était la conclusion du point 2, gérer un groupe grâce à une holding. Et le troisième point, c'est structurer sa gouvernance. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Donc structurer sa gouvernance, c'est notamment si on est plusieurs dirigeants pour une même boîte, et du coup on va se rémunérer chacun de la même manière. Enfin, on va dire qu'on va faire une rémunération à 50-50, on est tous les deux, on s'entend bien, super. Le problème, c'est que moi, je veux de la rémunération parce que j'en ai besoin et j'ai un gros niveau de vie et j'ai plein d'enfants et j'ai plein de prêts à rembourser. Je sais. Et j'en ai 3. Histoire réelle. Donc, bref, j'ai besoin de beaucoup de rémunération tous les mois et donc, tant pis, je vais subir la fiscalité qui va avec. Par contre, imaginons donc on est associés tous les deux, mais toi, tu n'as pas besoin de ce niveau de rémunération-là, et donc tu veux pas prendre le même niveau de rémunération. Mais pour autant, ça serait pas équitable entre nous si tu prenais pas le même niveau. Oui. Donc la solution à ça, c'est du coup que chacun en fasse notre holding, et que chacun en soit mandataire social de cette filiale. Donc nous, ça veut dire quoi, président, directeur général ? Ouais, par exemple. Ouais. Parce que tu peux pas avoir 2 présidents. Non. Tu peux avoir 2 DG ? Oui. Ouais, tu peux avoir... Par contre, il faut avoir au moins un président. Oui, tu as un président, mais après, tu peux avoir autant de DG un président et 10 DG, si tu veux. Ah ouais, ok. Après, tu peux leur changer de nom. Tu peux mettre directeur général exécutif, directeur opérationnel, j'en sais rien. Mais tu peux mettre de DG aussi. C'est la liberté des statuts de la SAS fait que tu mets ce que tu veux comme dirigeant. Du coup, un membre de Comex peut être mandataire social. Genre, si directeur commercial, il peut être mandataire social. Totalement, du moment que tu le nommes en tant que mandataire social dans les statuts. Dans les statuts ou dans les PV d'AG ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, oui. Enfin, il faut le nommer. Oui, quand je dis dans les statuts, en fait. Alors, exactement. Après, ça dépend comment ont été. Il faut bien faire les statuts à la base pour que pas avoir à refaire les statuts si tu nommes effectivement d'autres personnes avec d'autres noms, s'ils ont bien été faits à la base. S'ils ont été faits de manière figée, il va falloir les modifier. Donc d'où l'intérêt de faire accompagner pour rédiger les statuts. Oui. Notamment la SAS. Ça compte pour moi, par exemple. Totalement, ça compte pour moi, parce que si notamment sur une SAS, là où les statuts sont libres, on pourrait croire que du coup c'est simple, alors qu'en fait justement plus c'est libre et plus il faut prévoir des cas pour pas avoir à les modifier. Alors que la SRL c'est assez rigide, donc tu suis le cadre légal. Donc si chacun fait sa holding, on est président, directeur général, et donc chacun va avoir un mandat social, convention de mandat social, on détermine qu'on va se prendre 100 000 chacun, et donc là chacun va facturer 100 000 à la filiale. Et il en fait ce qu'il en veut. Et il en fait ce qu'il en veut dans sa holding. Moi, je vais prendre tout en rémunération. Toi, tu vas le réinvestir. Tu vas acheter 10 immeubles. Ouais, parce que moi, je me paye jamais. C'est ça. Exactement. Donc, tu fais quoi? T'achètes des immeubles. J'espère arriver à me payer avant de mourir. Tu vois. C'est ça le truc. Donc, du coup, voilà comment on peut structurer ça et en fait, et faire en sorte que c'est équitable en bas. Et d'ailleurs, ça peut ne pas être équitable aussi, en disant que, en fait, on peut mettre un mandat social avec du fixe et du variable, en disant, en fait, on fait ça et ça en fixe chacun. Par contre, on va avoir du variable en fonction d'un objectif, d'une performance, d'un temps passé. Voilà. Donc, c'est ce qui permet de pouvoir avoir une activité en commune, mais de chacun se gérer sa vie en fonction de ses optimisations et de ses envies. Sinon, en fait, très souvent, moi je le vois en tout cas quand on a une SRL avec 2 gens, ou même d'ailleurs, ça peut être une SS avec 2 dirigeants, mais comme souvent en rémunération, source de revenus principale, on est plutôt sur la SRL. 2 co-gérants qui commencent à avoir un peu de rémunération, ça devient compliqué parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, la solution est toute trouvée. Et elle permettra aussi qu'à la vente, on y reviendra plus tard, pareil, fruit de la vente, chacun fait ce qu'il veut du fruit de la vente aussi. Voilà. Alors que si, en fait, tu vends en tant que personne physique, tu es obligé de tout toucher, même si tu n'en as pas besoin. Alors, donc, ça paraît assez simple comme ça, hein, mais j'ai l'impression que la difficulté quand même en soi, parce que moi j'ai eu le cas avec un de mes associés avec qui on a créé une nouvelle boîte qui lui n'avait pas de holding. Moi j'en ai toujours eu, même quand, en fait moi j'ai toujours fait comme les grands, même quand j'étais tout petit, et même quand même je suis encore petit, mais tu vois j'ai toujours tout structuré pour. La problématique c'est que si lui à ce moment-là quand on décide ça il n'a pas de holding, là c'est un peu la merde, parce que fiscalement il est obligé de se revendre, créer une holding, se faire remonter ses parts, être fiscalisé là-dessus. Il est déjà actionnaire dans la société avant que vous décidiez ça.
Admettons, Il faut faire un apport de titre, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Ok, parfait. Effectivement, il faudrait qu'il fasse un apport de titre avec une holding. Donc ça, c'est surtout ça, quand je dis structurer la gouvernance, c'est faire les dirigeants pour faire en sorte que chacun... Voilà. Ce qui peut avoir aussi un intérêt, même sans entrer dans le détail, ça serait plus simple avec un tableau, mais c'est que si tu es 2 associés et que tu veux faire rentrer un 3e, si tu veux éviter la dilution, en fait, tu peux faire une surholding, c'est-à-dire qu'en gros, les 2 associés en place font une holding au-dessus de la boîte existante, se mettent tous les 2, et donc sur une holding qui est elle-même associée en dessous, et ils font rentrer l'autre associé. Ça permet en fait de ne pas diluer comme ça en fait à un tiers, par exemple, mais de pouvoir en fait avoir quand même un organe décisionnaire en dessous. Après, avoir eux comment ils font dans la holding, s'il faut avoir quelqu'un qui tranche, mais ça permet en fait de moins diluer aussi en faisant rentrer un nouvel associé. Donc voilà, si je te calculais les pourcentages avec le tableau, on comprendrait mieux, mais ça peut permettre ce cas-là, je dis 2 à 3, mais ça peut être d'autres schémas. Ça permet de faire des surholdings pour créer des groupes un peu comme les groupes politiques à l'Assemblée nationale. Ils se rassemblent ensemble en fait pour avoir des votes communs. Quoi. Ok, très clair. Donc 3e point, effectivement, structuré pour des raisons de gouvernance, éviter la cogérance et finalement avoir un truc qui est plus... pas équilibré, mais en tout cas équitable, parce que chacun y trouve son compte. Ça évite les conflits, en fait. Ouais, ça évite les conflits, et voilà. Puis effectivement, chacun est chez soi et fait ce qu'il veut avec son argent. Le 4e point qu'on avait noté ensemble en préparant cet épisode, c'est préparer la session, notamment en matière de fiscalité. Ouais. Là, c'est un très gros point de l'holding, parce que c'est un point super important. Quand je vends des titres d'une entreprise, encore une fois, je parle de vendre les actions, les titres, pas le fonds de commerce. Quand je vends des titres, je vais vendre moi à titre personnel, donc je vais récupérer moi le fruit de la vente. Une autre personne va m'acheter mes actions, j'encaisse le prix de mes actions. Au niveau fiscalité, c'est au pire des cas flat tax, facile, 30% sur le montant de ma plus-value. Plus-value pas mobilière. Ouais. Ce qu'on appelle mobilière. Donc uniquement le montant de la plus-value, pas le montant de la prix de cession totale. Mais au final, la plus-value, si c'est moi qui crée la boîte, c'est quasiment 100%, en tout cas moins le capital social. Donc si j'ai mis 1000 qui euros, est souvent assez dérisoire. Voilà. Donc je vends 100 000, j'ai mis 1000 euros au départ, 99 000 de plus-value. Donc 30%, j'arrondis 30 000. C'est dommage quand même, tu perds un tiers à la sortie. Surtout, à la limite, c'est dommage, c'est pas très grave parce que je vais l'utiliser et le dépenser derrière. Par contre, si je veux le réinvestir, j'ai quand même perdu 30% au passage, alors que je ne vais même pas en profiter perso. C'est un peu le même mécanisme que pour, en fait, quand je veux, dont je parlais tout à l'heure, si je veux sortir de l'argent de la boîte versus le réinvestir et le remonter vers une holding, là, c'est pareil pour la cession. Donc ça, c'est si je vends, je maxi 30% ou barème progressif avec de potentiels abattements. Problème des abattements, c'est que si la boîte a été créée après 2018, c'est pas très intéressant. Enfin, les abattements, ils ont vachement tombé. Avant, on avait des abattements jusqu'à 85% si j'avais détenu plus de 8 ans. Après, il restait toujours les prélèvements sociaux quand même. 2018, en fait, c'est quand ils ont mis en place la flat tax. Ils ont dit, on met en place la flat tax. Par contre, du coup, on va plutôt... on peut pas tout faire. Donc, on va enlever les abattements. Avant, c'était soit flat tax, soit barème progressif avec abattement, comme pour le dividende, en fait. Sauf que pour les boîtes créées après 2018, en gros, pour faire simple, c'est que la flat tax, quoi. Donc pour les boîtes avant, quand je dis créer, c'est-à-dire les titres acquis, pour être précis, pardon. Quand je dis créer, c'est notamment pour quelqu'un qui a créé sa boîte, forcément, voilà. Mais si j'ai acquis une boîte qui existait déjà, il faut que je l'ai acquis avant 2018 par rapport aux abattements. Sinon, c'est flat tax, 30%. Pour éviter ça, parce que je veux le réinvestir, si j'ai une holding, en fait, c'est la holding qui va vendre, donc c'est elle qui encaisse le prix de cession. Et elle, c'est comme pour le dividende que j'ai remonté en régime mère-fille, elle ne prend pas du tout la même fiscalité, elle ne prend pas la flat tax, ça n'existe pas pour une personne morale. En fait, elle va l'imposer dans son résultat, mais exactement comme pour les dividendes, j'ai une exonération avec cette fois une réintégration de 12%. Au lieu de 5 en régime mère-fille, là c'est 12. Donc en gros, si je le dis à l'envers, c'est une exonération de 88%. Pour avoir droit à cette exonération, il y a juste une seule contrainte, c'est d'avoir détenu les titres depuis au moins 2 ans. Que la holding ait au moins les titres depuis 2 ans. D'accord. Tu vois ? Si la holding détient les titres depuis au moins 2 ans, la plus-value sur les titres de participation est exonérée. Et oui, la deuxième contrainte, c'est que ça soit des titres de participation. Ça, la définition est importante. Ça va être titre de participation. Alors, par défaut, c'est plus de 10% de la boîte.
Ça, c'est les titres de participation. Ok. Si j'ai plus de 10% Donc d'une là, boîte, c'est un peu différent du régime Murphy. c'est ça. ok. Il faut avoir au moins 10%. Ça, Ok. c'est facile. Deuxième cas qui peut tolérer que tu as le droit à cette exonération, c'est si quand même tu avais quand même droit au régime Murphy à 5% et que tu as une participation active dans l'entreprise. Et le troisième point, c'est que même si tu as moins de 5%, c'est si tu as une participation très active dans la filiale. Typiquement, tu fais partie du comité de direction D'accord. de la filiale. La holding, en fait, ou mieux mandataire social, par Ouais, exemple. ouais. Auquel cas, même si tu as moins de 5%, il n'y a pas de problème. Donc, si tu es. ça rejoint un peu le point qui est vraiment intéressant d'avoir une convention de mandat social. Oui, si tu as moins de 5%, mais si Ouais, tu as plus, si t'as tu moins de as, 5, si t'as 10%, Ah ouais. ça n'a pas d'intérêt, mais, Ok. parce que tu as droit dans tous les cas. Ouais. Mais en fait, ça c'est fait pour les très grosses boîtes où, en fait, notamment, en tout cas, dans les boîtes, notamment pour les professions libérales. Et donc là, je sais de quoi je parle. Par exemple, dans les gros groupes, ça peut être l'expert comptable, mais aussi ici, par exemple, souvent, ce qui a fait jurisprudence au départ là-dessus, c'était sur les cliniques. Souvent, en fait, les médecins, ils sont eux-mêmes associés de la clinique. Ouais. Mais en fait, la clinique, c'est tellement un truc énorme qu'ils Ils ne ont peuvent tout pas petit, détenir ouais. 5%. Ouais. Pour Ouais. autant, ils font partie du comité de direction et ceux qui décident en fait Ouais. l'orientation de la clinique. Ouais. Et donc, pour autant, même s'ils ont 2%, ils ont l'exonération parce qu'on considère que c'est des titres de participation dans le sens où ils participent à la direction. Effectivement. Ouais, Et- de et manière voilà. effective. Ouais, ça se Exactement. peut, les grosses boîtes du CAC aussi, ça peut être le cas, Ouais, avec des bien gros sûr. dirigeants. Donc, qui sont un notamment, peu en fait, actionnaires. c'est si tu fais partie d'un organe de direction, conseil d'administration, Ouais, ouais. conseil gouvernance de la filiale. Donc, ça, tu as une exonération si tu as détenu avec ta holding depuis au moins 2 Ok. ans. Donc, exonération avec réintégration de 12% de ce montant-là dans ton La résultat base exceptionnel. d'IS. Donc, encore une fois, base d'IS qui va être soumise à 15 ou 25. Ouais. Donc, tu vois, si on fait le même ratio que tout à l'heure, encore une Ouais. fois, c'est très très peu, voire Ouais. quasiment rien. Si tu as 15, voilà, c'est vraiment pas grand-chose. 15 fois 12, donc ça va faire un chiffre. 15 x 12, ça fait 180. Et exactement. Et oui, Ouais. totalement. Mm. Donc, ça te fait 180, ça veut dire 1,8. Ouais. 1,8% de d'IS. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas grand-chose sur ta plus-value. Ok. Donc ça, c'est très intéressant. voilà, notamment si tu veux le réinvestir. Parce qu'en fait, du coup, après, tu as de l'argent dans ta holding et que tu le réinvestis dans ce que tu veux. Dont une SCI, par exemple, que tu peux avoir. Voilà. Deuxième point important, par contre, condition. Pour le réinvestir dans ce que tu veux, cette fois, il ne faut pas céder après 2 ans, mais céder après 3 ans. Au moins 3 ans. Ok. Si tu cèdes à moins de 3, tu as l'obligation de réinvestir au moins 60% du prix de cession Ouais. dans une activité économique, donc pas IMO, Donc, pas une SCI. une activité commerciale, industrielle, artisanale. Ok. Voilà. Donc, pour être sûr de comprendre. Mais je complète juste parce que vas-y. peut-être que ça va t'aider. Ça, désolé, mais c'est un peu complexe. Ça, c'est dans le cadre de pourquoi en fait il faut réinvestir en 60%. C'est pour pouvoir conserver le report d'imposition de la plus-value que j'ai générée au moment où j'ai apporté mes titres à la holding. Ok. Ça, c'est parce que la plupart du temps, les holdings, on les crée après avoir créé la filiale. Et souvent, on apporte les titres. On en parlait tout à l'heure. Ouais. On apporte les titres. Quand j'apporte les titres, je génère une plus-value. Elle est mise en report d'imposition. Si je cède les titres avant 3 ans, je suis obligé de réinvestir au moins 60% dans une activité économique pour ne pas avoir à payer l'impôt sur la plus-value que j'ai générée au moment de l'apport. D'accord. Je conserve quand même la plus-value, l'exonération de la plus-value dont je parle tout à l'heure si je suis après 2 ans, mais pour la plus-value uniquement qui a été générée entre l'apport et la vente. Donc en fait, elle se découpe en deux, la plus-value. Au moment où j'apporte les titres, je génère une valeur, il y a une plus-value latente qui est mise en report. Et ensuite, il y a une plus-value qui se génère entre l'apport à la holding, la valeur dont j'ai apporté, c'est la valeur les titres au bilan de la holding, et le prix de cession. Ça, c'est cette valeur-là, enfin cette plus-value-là qui est concernée par l'exonération de plus-value. Ok. Donc au moins 2 ans. Ouais. Et ensuite, le au moins 3 ans, c'est pour ne pas avoir... Dans tous les cas, donc si je suis entre 2 et 3, j'aurai forcément mon exo entre apport et cession. Oui. Par contre, si je suis entre 2 et 3, je devrais payer l'impôt sur la plus-value que j'ai générée au moment de l'apport à ma holding si je ne réinvestis pas au moins 60% du prix de la cession dans les 2 ans qui suivent la cession. D'accord. Voilà. Et si je suis au-delà de 3 ? Et si tu es au-delà de 3, tu fais ce que tu veux avec ton prix de vente. Ok. Et ton report d'imposition, il est à vie tant que tu gardes ta holding. Ok.
Une holding, généralement, ça se crée pour la vie. Ouais. Et ça se transmet même de génération en génération. Ouais. Pourquoi ? Bonus, si tu transmets, tu as une plus-value en report d'imposition qui n'a jamais été générée, donc plus-value, encore une fois, entre le que j'ai généré au moment de mon apport à ma holding, qui est une plus-value Donc, fictive. quand tu dis un apport à la holding, c'est toi en tant Ouais. que personne physique. Moi, je détenais les titres en tant que personne physique. Tu Je les ai apportes. donnés à la holding. Ouais. En échange, la holding m'a donné ses actions à elle. Ouais. Et imaginons, j'avais créé avec un capital à 1000. Donc ça va un commissaire aux apports. Oui. Ouais, ok. Quand j'ai créé avec un capital à 1000. Au moment où j'apporte mes titres à la holding, ils valent 100 000. Et alors là, je suis obligé de faire une valeur réelle. Hein. Je ne peux pas dire non, ils valent toujours 1000 alors qu'ils ne valent pas. Ouais. Parce qu'effectivement, il faut faire passer un commissaire aux apports notamment. Donc si je l'ai fait passer, quand je l'ai fait passer ces 100 000, ça veut dire que j'ai 99 000 de plus-value générée. Les impôts nous disent, c'est bon parce que vous l'apportez à vous-même, du coup, il n'y a pas de problème, on ne vous demande pas d'argent de suite parce que vous n'avez pas de cash. Ouais. C'est un apport, c'est sur un bout de papier. Ouais. Par contre, effectivement, si vous vendez avant 3 ans ensuite ces titres avec la holding et que vous réinvestissez pas au moins 60% dans une activité économique, là, je te demanderai l'impôt sur la plus-value. Donc 30% de 99 000. Okay. Si tu es après 3 ans, tu fais ce que tu veux. Et si tu es après 3 ans, tu fais ce que tu veux, mais par contre, il faut garder la holding parce que tant que tu gardes la holding, la plus-value elle reste en report. Et si tu transmets les titres de ta holding en donation, donc en tout cas, tu les transmets à titre gratuit, donation ou succession à tes héritiers, la plus-value en report d'imposition tombe, elle n'existe plus. Ok. Et eux, après, s'ils veulent fermer la holding, ils n'auront pas la plus-value. Ok. Donc ça, c'est le bonus Nec Plus Ultra. Donc c'est au final, si on fait le compte, si tu apportes et qu'après tu cèdes, en tout cas tes titres, tu cèdes ta filiale au bout de 3 ans, tu te retrouves avec seulement 1,8% d'imposition uniquement sur la plus-value qui est générée entre l'apport et la cession. Et tu fais ce que tu veux après derrière. Donc là, on est sur une optimisation fiscale au top. Faut le faire si tu vas le réinvestir. Si c'est pour tout cramer derrière et pour tout distribuer en dividende dans la holding, autant en fait prendre l'option, ne pas faire une holding, en fait ne pas avoir le coût qui va avec. Et voilà. Tu peux faire un apport partiel, auquel cas, du coup, tu auras la holding qui va vendre une partie et toi qui vas vendre une partie à titre personnel. Et là, tu peux te faire un petit plaisir au passage. Moi, souvent, ce que je dis, en fait, c'est que quand on fait ce type d'apport, j'aime bien faire un apport partiel pour dire on apporte 80% à la holding, on garde 20% à titre perso. Ouais. Comme ça, au moment de la vente, je sais que j'ai 20% pour moi. Alors, je vais prendre la flat tax, mais je vais partir en vacances, je vais m'acheter... Oui, tu fais plaisir et le reste, tu réinvestis dans ta holding, quoi. Exactement. Ouais. Okay. Donc, j'aime bien faire cet apport partiel parce qu'en fait, souvent, sinon, avant, on a eu fait... historiquement, je faisais des apports globaux parce que les clients me disaient « ouais, on apporte tout ». Et en fait, après, derrière, ils ont envie de se faire plaisir au moment de la vente. Quand tu as fait une grosse vente, tu as envie de dire j'ai vendu 1 million, je veux bien me prendre 50 000. Ouais. C'est pas méchant. Ouais. Je veux bien me prendre 100 000 sur 1 million, quand même, 10%, parce que. Pour ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Je veux rembourser le crédit de ma boîte, ma baraque. Je veux acheter une bagnole, faire un plaisir, un truc, peu importe. Je veux payer les études de mes enfants, j'en sais rien. Mais en fait, c'est con parce qu'au final, si je l'ai dans la holding, après, je vais le ressortir et repayer de l'impôt ou quoi dessus. Souvent, si la holding est un CRL, en plus, je vais payer des cotisations et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est un mécanisme un peu complexe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a l'intention de céder la filiale, la holding est un effet et après de réinvestir, effet de levier de fou. C'est pour ça que notamment en tout cas toutes les personnes qui ont des boîtes, tu parlais de Bernard Arnault tout à l'heure, mais peu importe, même plus modestement. Plus modestement, exactement. Enfin, si tu as des boîtes en dessous que tu es amené à revendre, il y a un effet de levier qui est fou. Donc du coup, au-delà de tous les aspects qu'on a dit tout à l'heure, souvent c'est un aspect qui vient en plus aussi, mais pourquoi ? Parce qu'il faut quand même se poser la question, si la boîte en dessous, elle n'est pas amenée à être vendue, j'ai une seule boîte d'exploitation, si elle n'est pas amenée à être vendue, il faut se poser la question de l'intérêt d'une holding, parce qu'au final, c'est ce que je disais tout à l'heure, je peux faire ma boîte d'exploitation, une holding aussi, et en fait avoir des filiales directement en dessous de ma boîte d'exploitation qui ne tourne pas sans moi, et qui le jour où j'arrête mon activité sera une holding passive. Invendable, voilà. Oui, en plus, dans tous les cas, alors tous ceux qui sont consultants, etc., souvent, moi, je leur conseille, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle de faire une holding ? L'apport de titre avec le coût que ça engendre, le commissaire aux apports, le contrat d'apport, les coûts après pour gérer la holding, etc. Tu te retrouves après avec 2 boîtes. Bon,
même quand tu as après arrêté ton activité, etc. Bon, il faut voir si ça vaut le coup. Donc, par contre, si la boîte elle est amenée à être vendue, il y a un vrai intérêt. Donc voilà, l'intérêt de la cession, il est important. Si tu peux faire ce qu'on appelle un apport cession. En fait, l'apport cession, c'est si justement on fait l'apport et la cession des titres en moins de 3 ans. Et ça peut se faire, par exemple, imaginons, ça y est, j'ai une offre pour ma boîte, je vais vendre ma boîte, mais j'ai pas fait ma holding. Mince, c'est pas grave, c'est pas trop tard. Tu peux faire ta holding juste avant de vendre, hein, des fois même le jour même. Ça se fait des fois même dans l'IMO aussi, de faire le jour même des trucs. Tu fais la CI le jour même ou tu fais la donation avant de vendre. Enfin, ça se fait souvent. Mais là, c'est pareil. Tu peux faire ça à ton apport à ta holding le matin et vendre l'après-midi. Okay. C'est ce qu'on appelle un apport session, mais ça peut même durer quand même 3 ans. C'est là où tu es la fenêtre d'apport session. C'est ce que je disais. Mais par contre, il faut réinvestir si tu es là-dedans au moins 60% du produit de la session dans les 2 ans. Dans une activité économique, c'est-à-dire vraiment une boîte, en gros, que tu prennes du risque un peu, pas de l'IMO, et que tu mettre en capital social, pas en compte courant, trop facile aussi. Ah oui, parce que tu peux le récupérer plus facilement. Exactement. Évidemment. Donc là, capital, c'est bloqué, ça appartient vraiment à la société, c'est les fonds propres de la société. Exactement. Donc si tu veux remonter une boîte dessus, derrière, aucun problème, et que tu comptes bien remettre 60% en pot. Par contre, il faut bien le réfléchir, effectivement. Voilà. Ok, très clair. C'est le 4e point. Ça sera contrôlé systématiquement par les impôts. Autant te le dire tout de suite. Nous, ça a été systématique. Tu as un contrôle fiscal quasi systématique sur l'apport cession. Enfin, c'est pas quasi, moi j'ai toujours eu. Donc, on n'a pas eu beaucoup, mais j'en ai eu 4-5. À bien cadrer et à bien respecter. Là, il faut baisonner l'apport de titres. De toute façon, tout ça, là, vous voyez la complexité du sujet. Il ne faut pas faire tout seul. Pas faire tout seul dans son coin, c'est clair. Je télécharge le modèle d'apport session Word, éditable. Ok. 5e point qu'on s'était noté, c'est structurer son patrimoine et structurer/développer son patrimoine. Ouais. Exactement, super important, très classique pour la holding. Cette fois, j'ai donc du cash dans ma société d'exploitation qui tourne, je génère du cash, top. Je me prends une rémunération, mais au final, imaginons même que j'étais en SARL, donc j'avais optimisé ma rémunération, etc. Mais au final, il me reste encore des excédents. J'ai pas besoin de prendre plus parce que j'ai pas envie de faire des charges, comme je disais tout à l'heure. Donc, je suis raisonnable, je prends la rémunération qu'il me faut pour vivre et j'ai quand même encore de l'excédent. Et cet excédent, je veux le réinvestir. Typique, classique, dans l'IMO. Du coup, comment je peux faire? Et là, va s'enchaîner plusieurs questions. Effectivement, si il n'y a pas d'autres, parmi tous les cas qu'on a vus, il n'y a pas d'autres cas, potentiellement, je peux faire une filiale, une SCI, imaginons, directement en dessous de ma société d'exploitation, si je ne suis pas amené à vendre. Et donc, j'apporte ce cash en compte courant associé, comme je disais tout à l'heure, une holding peut apporter sa filiale sans problème. Et donc, ça envoie du cash. Et ce cash peut servir à faire un effet de levier pour acheter un immeuble. Ou même, on en a pas mal, nous, de plus en plus, notamment avec les taux actuels, qui achètent de l'immobilier cash. Avec de l'argent de leur société d'exploitation. Sinon, c'est-à-dire que je peux faire ma société d'exploitation une holding. Si elle n'est pas amenée à être vendue, que je n'ai pas d'autres associés, que je n'ai pas tous les autres points qu'on a vus tout à l'heure. Par contre, s'il y a au moins un des points, notamment la vente, ou un autre point, mais souvent, ce n'est pas le cas quand tu es tout seul sur une activité de ce type. C'est s'il y a un risque financier potentiel aussi dans cette boîte d'exploitation. J'ai des dettes, que potentiellement un jour j'aurai des difficultés financières. Pas les mettre une SCI en dessous, parce que dans ce cas-là, tu embarques ton immeuble au passage. Et encore moins dans la société. Et si c'est dans ce cas-là, donc soit tu es amené à vendre, soit tu as d'autres associés, soit tu as un risque potentiel, là tu fais une holding au-dessus de ta société d'exploitation et tu vas ensuite, 2 options, soit créer une SCI en dessous de ta holding. Et donc, dans ce cas-là, tu remontes ton cash de ta filiale vers ta holding par dividende, par mandat social, tout ce qu'on a vu. Et tu redescends dans ta SCI. Et donc, elle fait l'acquisition, etc. C'est assez classique, ça, pour l'investisseur IMO qui est un peu actif commercialement parlant. Exactement. S'il y en a quelqu'un qui a une société d'exploitation qui dégage du cash, qui va investir dans l'IMO, schéma très classique. Il peut aussi, selon son cas personnel, je ne vais pas développer ici, potentiellement faire aussi l'IMO directement dans la holding. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Des fois, il faut voir, en fait, ça dépend des enjeux. Est-ce qu'il y a plusieurs associés? Est-ce qu'il y a des risques associés, etc. Est-ce que je l'isole, etc. Mais sinon, c'est un cas extrêmement classique. Voilà, il faut juste se poser la question, est-ce que je fais une autre boîte ou pas? Bon, c'est une SCI, c'est déjà plus simple. Et là, en plus, potentiellement, tu vois, en plus... Tu peux avoir des associés différents aussi. Aussi, dans une SCI totalement, par rapport à ta holding. Totalement. Et puis, autre point, souvent, les banques, elles préfèrent, si tu fais une emprunt, avoir une SCI, parce qu'en fait, déjà, il faut qu'elle comprenne le schéma. Là, tu t'adresses au conseiller particulier. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Déjà, il faut aller voir un conseiller pro, là.
Et pas n'importe quel conseiller pro non Ouais. plus. Souvent, c'est plutôt les directeurs d'agence qui maîtrisent ce genre de montage. Ouais. Donc, du coup, faut mieux faire une SCI en disant j'apporte tant dans la SCI, peu importe d'où ça vient. Et voilà. Ouais. Donc, ça, c'est le montage classique. Et donc, si je veux développer mon patrimoine à partir du cash que j'ai dans ma société d'exploitation, la holding me permet de remonter ce cash, l'investir dans l'IMO, mais je peux aussi dire je vais racheter je vais investir dans des startups, Oui. je vais investir dans une autre boîte, je vais le placer sur SCPI, compte titre. Tu peux tout faire avec. Tu peux tout faire. Ouais. Exactement. Ça, tu pourrais potentiellement, tu te dirais, compte titre, tu peux le faire directement dans la boîte. C'est vrai. Mais encore une fois, si tu cumules avec d'autres schémas, notamment que je peux économiser le taux d'IS, je peux avoir optimiser ma rémunération, faire une SS en bas, faire une SRL en haut, enfin bref. Si tu cumules avec plusieurs cas, c'est toujours pareil. Hein. Encore une fois, tout à l'heure, je disais, il ne faut pas qu'il y ait le cas que fiscal, mais il ne faut pas non plus qu'il y ait qu'un seul objet de moteur, quoi. moteur de la motif, constitution d'une holding. Voilà, faut qu'on cumule plusieurs trucs. Mais développer son patrimoine, c'est vrai que souvent, c'est d'expérience 90% du temps, nous, les clients sur lesquels ça se déclenche, c'est souvent ce cas-là. C'est que j'ai beaucoup de cash dans ma boîte, enfin, je commence à générer du cash. Qu'est-ce que je fais là ? Je le sors, ça me coûte trop cher. En C'est même ça, temps, parce j'ai que, envie de sécuriser mon avenir. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais enfin, si je l'ai dit dans un autre cas, mais je ne l'ai pas dit là. Si je fais pas une holding, que je veux investir dans l'IMO, imaginons que je veux faire ma SCI perso, je vais sortir de la boîte et je vais perdre 30% pour le réinvestir. Tu gagnes 100, en fait, tu peux réinvestir que 70. Exactement. Alors que là, tu peux réinvestir, on l'a vu, 99,25. Ça. Donc l'effet de levier est colossal. Ouais, c'est clair, c'est pas pareil. Okay. Donc là, faut pas. Bon, ça, c'est assez simple à comprendre, c'est très clair. C'est le plus classique. Et c'est ce qui concerne les investisseurs IMO qui nous écoutent, effectivement. Et le sixième point, si encore tout le monde est là, parce que c'est assez lourd et assez technique, le sixième point, c'est de transmettre, tout simplement. Alors là, on est plus dans la fin, justement, c'est chronologiquement. Donc, transmettre son patrimoine, effectivement, c'est un point important parce que c'est aussi un peu le but initial, en tout cas, la genèse d'une holding, c'est aussi de pouvoir transmettre son patrimoine parce qu'en fait, on regroupe tout son patrimoine dans une seule entité. Plutôt que d'avoir plein de boîtes réparties. J'ai 4 SCI d'un côté, là j'ai une SS, là j'ai une autre boîte, alors j'ai une participation dans une petite boîte là et machin. Enfin bref, quand tu commences à construire un patrimoine, pour donner tout ça et transmettre tout ça, soit tu fais rien effectivement et ça devient une succession et les enfants se font assassiner au moment de la succession parce que ils prennent des droits à plein pot là-dessus, ils ont potentiellement pas de cash en face et ils se débrouillent. Soit si donc ça, si t'aimes pas trop tes enfants, pourquoi pas. mais si t'as envie quand même d'optimiser un petit peu le truc pour eux, tu regroupes tout déjà au sein d'une holding. Donc déjà, c'est plus simple même pour toi en termes de visibilité. Tu vois ton actif dans ta holding, combien ça représente, plutôt que de faire ton addition. Et puis en plus de ça, ça te permet de démembrer, donc de faire du démembrement au niveau des titres de ta holding, plutôt que de démembrer chaque société ou chaque truc. Et en plus, potentiellement, des fois, c'est compliqué de démembrer si tu as des participations dans des sociétés où il y a d'autres associés. Quand c'est dans des grosses boîtes, imaginons que, je détiens 1% de Peugeot, PSA, c'est les autres, tu vas pas te pointer à l'AG, je voudrais démembrer mes titres, s'il vous plaît. Donc bref, du coup, c'est plus simple de pouvoir démembrer les titres de ta holding. Et tu le démembres qu'une fois, tu passes pas chez le notaire 15 fois. Donc déjà, c'est un peu le même principe que de mettre un immeuble dans une SCI, ou plusieurs immeubles dans une SCI, plutôt que de tous les démembrer. Tu démembres que les titres de la SCI. Là, c'est pareil, tu démembres que les titres de holding une fois. Donc démembrer, c'est séparer usufruit d'une propriété. Toi, tu gardes l'usufruit, donc ça veut dire que tu continues tant que tu as envie à garder tout l'usage et tous les bénéfices qui en retirent de cette activité. Par contre, quand tu décèdes, la nue propriété des enfants va rejoindre ton usufruit parce que tu n'existes plus automatiquement sans droit de succession. Et du coup, ça permet comme ça d'optimiser la succession. Et potentiellement, par contre, il y a potentiellement eu du droit de donation quand tu as donné ton usufruit. Parce qu'au début, il faut que tu le donnes, ton usufruit à tes enfants. Donc, ça définit une valeur en fonction d'un barème à voir avec le notaire. Mais au moment de cette donation, il y a eu potentiellement des droits de donation. Alors, en tout cas, si c'est au-delà de 100 000 euros par enfant. Par enfant, par parent, tous les 15 ans. Voilà. Donc ça, c'est un moyen qui permet d'optimiser la transmission. Simplifier, optimiser. Et comme on disait tout à l'heure, potentiellement la plus-value en report, elle est purgée si j'ai fait un apport de titre aussi au passage. Ok, très clair. Je pense qu'on a bouclé pas mal.
Ouais. sur le pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait créer une holding, ou en tout cas les 6 raisons que tu avais identifiées qui étaient quand même les plus communes. Maintenant, comment je fais? Je suis dans un de ces 6 cas, j'ai envie de créer une holding. Comment je fais? Est-ce que ma holding, ça doit être une SARL, une SAS, même si on a déjà répondu partiellement à la question? Donc, quel statut juridique? Comment je la crée? Combien ça coûte? Ça me coûte quoi en gestion, etc. Ouais. En fait, effectivement, donc il y a 2 options. Soit, pour créer une holding, soit j'ai déjà la filiale en dessous, soit j'ai rien. Et en fait, en gros, ça ne va pas être une holding à court terme puisqu'elle ne va pas détenir d'autres participations, elle détiendra des participations après. Si je crée une holding par avance, ce qui arrive quasiment jamais pour faire simple, parce que en plus, moi, je ne le conseille pas. Des fois, il y en a qui me disent, je vais déjà créer la holding d'entrée. Génère du bénéfice, génère du cash et des problématiques positives d'argent excédentaire, et après on en reparle parce que sinon tu vas avoir 2 boîtes, ça. Donc du coup généralement c'est le deuxième cas, mais si on crée la holding à l'avance, là c'est une création de société classique, tu choisis ton statut juridique, rien de spécial. Par contre, la problématique, c'est quand tu crées une holding alors que tu as déjà la filiale. Il va falloir que tu apportes tes titres, on l'a dit tout à l'heure. Donc, pour apporter les titres, il va falloir évaluer les titres des filiales apportées. Une fois que tu as fait l'évaluation, il faut que cette évaluation elle soit soumise à un commissaire aux apports qui va faire un rapport sur la valeur qui a été donnée au titre. Donc, le commissaire aux apports, c'est un commissaire aux comptes, en fait, donc, qui est aussi souvent un expert comptable, mais qui ne peut pas être ton expert comptable parce qu'il y a une notion d'indépendance. Donc, c'est quelqu'un d'autre que tu ne connais pas qui doit se prononcer donc, sur la valeur des titres qui a été évalué par ton expert comptable, généralement. Donc, on fait une évaluation. Il se base sur quoi? Il regarde quoi en général? Donc, l'évaluation, en fait, il va regarder le rapport d'évaluation qu'aura fait l'expert comptable. Et l'expert comptable, il va faire plusieurs méthodes. Il va se baser sur les comptes, de toute façon. Déjà, bien sûr, sur la comptabilité passée, potentiellement future, en disant que si on va générer du cash flow futur plus important, même prévisionnel de trésorerie. Et après, on met plusieurs méthodes en balance et on fait une moyenne. Tu as la méthode des cash flow, par exemple, en disant, en gros, la boîte, chaque année, elle génère 100 000 de résultats. Donc, on va multiplier ce cash flow de 100 000 par 5, 6, 7, 10. Ça, c'est en fonction du secteur d'activité Ouais, totalement. Okay. Généralement, effectivement, on est... alors, quand je dis du cash flow, souvent, on parle aussi de BE, multiple de BE. Ouais, donc EBITDA, excédent brut d'exploitation, qui est ton résultat net, finalement. C'est ton résultat hors amortissement. Voilà, en fait. auquel tu enlèves les amortissements. Et produits exceptionnels. Ouais. En gros, c'est ton résultat d'exploitation. Oui. C'est pour ça que j'aime bien parler de cash flow. C'est limite, c'est ton cash flow, généralement. Cash flow courant. Ouais, ok. Ton cash flow courant. Donc, ça enlève les amortissements, les intérêts, par exemple. Résultat exceptionnel, fait financier exceptionnel. Financier exceptionnel et amortissement. Et tout ce qui n'est pas cash, amortissement, provision. Et c'est quoi en général, si tu as 2-3 exemples de secteurs où tu peux nous donner un multiple de BE justement pour valoriser une boîte? Assez souvent, c'est entre 5 et 10. 5 et 10, ok. Bon, là, on a vu là, quand l'argent était pas cher et que les fonds investissaient à gogo des 20, des 25, etc. sur sur des BP. Sur des EBE qui étaient juste écrits sur des fichiers Excel fictifs et que tu multipliais par 20, 25, voire plus des fois. Là, ça fait 2 ans que ça se fait plus. Voilà, je cite d'ailleurs Mastéos en ce qui me concerne, un investissement clairement qui a levé beaucoup d'argent alors qu'ils en perdaient énormément. Donc voilà, et aujourd'hui, plus personne ne veut en mettre et c'est la banqueroute. Exactement, il y a énormément de startups en ce moment qui font ça. Dans la fintech aussi, énormément. Mais il y a moins d'argent, donc il y a moins aussi qui font les foufous quand même. Depuis 1 an et demi, c'est fini le jeu comme ça tout à l'heure. Donc entre 5 sur des rachats de boîtes, tu le vois, toi, c'est des choses que tu vois. Quoi. Ça, 5 et 10 fois, c'est un classique. Souvent, en fait, tu vas te positionner tout bêtement. En gros, si j'emprunte pour acheter cette boîte, je vais faire un emprunt. Généralement, les emprunts pro comme ça, c'est 7 ans. Donc, je vais emprunter sur 7 ans. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je rembourse un emprunt sur 7 ans. Donc, quel cash flow va me permettre de rembourser mon emprunt sur 7 ans? Donc, généralement, si tu es dans cette optique-là, c'est un multiple de 7. C'est pour ça que tu es entre 5 et 10. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'était ta moyenne. Clairement. Tu rembourses ton emprunt, ça veut dire que tu as un ROI sur 7 ans. Au bout de 7 ans, tu as payé ta boîte. C'est un peu la même chose qu'en IMO, quoi. Quand tu achètes de l'immobilier, tu vas essayer de voir la même chose. Si j'emprunte sur 25 ans, combien ça doit me générer de loyer, pour arbitrer sur ta valeur de ton loyer ou valeur de ton IMO. Même principe, même l'immobilier pro, tu reportes sur 15 ans, c'est pareil. Et cet EBE que tu multiplies par 5 ou par 10, c'est un EBE moyen de combien d'années?
C'est-à-dire, c'est pas ton EBE de cette année fiscale, c'est une moyenne sur les X dernières années. Exactement, 3 dernières années généralement. Dernières années, okay. Après, si c'est on met des pondérations. Ouais. Si par exemple ça a augmenté très fort, on va compter beaucoup plus fort la dernière année. Ouais, okay. Et potentiellement, on va pas compter du tout la 3e année antérieure parce que c'était une année. Par exemple, pendant le Covid, on ne comptait pas les années Covid. Tu vois. Donc voilà, généralement c'est ça. Mais ça, c'est une des méthodes. Oui. Après, tu as aussi des méthodes qui sont basées sur les capteurs propres. Donc là, c'est une méthode plus prudente, patrimoniale, en disant déjà combien il y a de trésors dans la boîte, pour faire simple. Enfin, en tout cas, combien il y a de trésors potentiels. Une fois que tu as encaissé toutes tes créances, payé toutes tes dettes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les capteurs propres en fait, de l'entreprise. C'est la valeur minimale de la boîte. C'est les capteurs propres, valeur minimale. Tu ajoutes souvent à ça, on fait capteurs propres retraités. On retraite la valeur de l'actif en disant on remet une valeur actuelle. Par exemple, si tu as un immeuble que tu as amorti, on met la valeur actuelle de l'immeuble, à minima potentiellement la plus-value économique. Pas la valeur qu'il y a au bilan, qui était la valeur à laquelle tu l'avais acheté. Exactement. Et en plus, tu as enlevé des amortissements. Donc potentiellement, il vaut 0 ton immeuble. Parce que c'est ça qui est fou, je trouve, dans un bilan comptable. Tu vois, c'est quand tu détiens des parts d'une société, par exemple. Tu as acheté 10 000 €, tu as acheté une petite start-up, et qu'aujourd'hui, ça a fait x10. x10 acté par différentes autres levées auxquelles toi tu n'as pas participé, mais tu as gardé tes trucs, donc toi tu as fait x10. Mais ça tu le mets jamais à jour dans un bilan. Non, en fait quand tu vends. Voilà, tu as toujours la valeur. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de prudence en comptabilité. Principe de prudence. Mais du coup, quand tu veux te vendre auprès d'un banquier en disant regardez, moi je détiens des titres qui valent tant, comment tu fais pour justifier ça? Tu fais une éval. Tu fais faire une éval. Tu fais une éval de ta holding avec en retraitant à la valeur actuelle de tes participations. Voilà, l'évaluation. C'est toujours un sujet que j'ai, moi, tu vois, sur les banques. Le bilan, en fait, ça reste comptable avec des finalités fiscales, etc. Et il n'a pas une lecture directe, en fait, effectivement, pour apprécier la valeur du patrimoine qu'il y a dedans, en fait. La valeur d'une boîte ne peut pas s'apprécier au bilan. Donc, il faut que tu rajoutes à minima la valeur des participations, la valeur d'un immeuble, et aussi, par exemple, la valeur d'un fonds de commerce. Si c'est toi qui as créé la boîte, à l'actif, tu as 0 fonds de commerce. Alors que ton fonds de commerce, c'est-à-dire, en gros, la valeur de ton business... au-delà de ta trésor, en fait, ça a une valeur. En fait. Et donc ça, c'est aussi pareil, on va le retraiter. Donc souvent, voilà, et après on mixe les méthodes et on arrive sur une valeur. Le commissaire aux apports, il regarde ce rapport, il voit comment on a défini la valeur et il voit si pour lui, c'est la bonne valeur ou non, si c'est pas surévalué notamment. C'est comme ça qu'il apprécie dans son rapport. Et il rend son rapport. Une fois qu'on a fait donc, l'évaluation, commissaire aux apports, on va pouvoir passer au contrat d'apport de titre. Donc le contrat d'apport de titre, c'est l'élément clé dans le schéma. C'est un contrat qu'on va immatriculer auprès de l'administration fiscale qui va définir en fait combien on apporte de titres, à quelle valeur, quel nombre de titres je reçois en contrepartie de la holding, est-ce que je mets ma plus-value en report d'imposition, sous quelles conditions, et toutes ces choses-là. C'est super important. Si fiscalement, il est d'ailleurs enregistré auprès de l'administration, mais quand je parlais de contrôle tout à l'heure, c'est la première chose qu'ils vont regarder, et souvent ils ont pas mal de... ils savent où c'est qu'il faut regarder, donc là il faut bien le faire et se faire accompagner aussi, indispensable. Super important. Donc contrat d'apport de titre, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir du coup l'enregistrer et procéder ensuite à l'immatriculation de ta holding. Donc là, rédiger les statuts et intégrer en annexe le contrat d'apport de titre. Du coup, tu as un capital social souvent élevé. Dans les holdings, on a des capitals sociaux souvent élevés et par an, etc. Parce qu'en fait, c'est que tu as apporté des titres avec une certaine valeur. Donc, quand vous voyez une holding avec un capital de 5 millions, c'est parce que potentiellement, il a apporté et qu'il n'y a qu'une seule personne dedans. C'est pas qu'il a mis 5 millions cash au début, alors qu'en plus, c'est une holding. C'est qu'il a apporté des titres qui vaut au moins 5 millions. Pour aller voir le capital social de holding de Bernard Arnault. Peut-être. Il faudra arriver à trouver derrière ce maillage qui doit être quand même impressionnant. Il n'y en a pas qu'une. C'est ça. Clair. Donc, des 25 holdings dans 25 pays différents. C'est, à mon avis, voilà, mais bref, dans des cas plus accessibles, souvent c'est le cas. C'est pas toujours le cas parce que des fois on n'a pas eu à apporter aussi les titres et du coup quand c'est un entrepreneur qui démarre et qui avait déjà une holding parce qu'il avait planté une première boîte mais qu'il avait par exemple gardé sa holding, ça vaut rien. Il en a racheté d'autres derrière. Il a créé une autre derrière qui vaut donc c'est pas toujours le cas, mais déjà c'est pour ça que des fois on a des gros capitaux. On va rédiger les statuts, on va tout faire et derrière on va immatriculer ça au greffe, aux impôts, etc. Combien ça coûte? Souvent, ce qui s'associe à ça, c'est potentiellement un changement de dirigeant si on veut mettre la holding présidente. Potentiellement un changement de statut parce que si tu avais une filiale en SARL, souvent on va la mettre en SAS et pour pouvoir la faire la holding en SARL. Ça, tu peux le faire dans les deux sens. Transformer une SARL en SAS et vice versa. Exactement. C'est juste que de SAS vers SARL,
c'est assez simple, etc. Par contre, de SRL vers SS, il y a un commissaire à transformation. Ah Il est ouais. même que le commissaire aux apports, mais il vient en tant que commissaire à transformation. Il y en a de moins en moins. Encore au 1er juin 2024, là, il y a une nouvelle loi qui vient de passer. Ça vient de réduire encore le champ d'action des commissaires aux comptes. Petit à petit. Ils n'ont pas fait grève dans la rue? Non. Non. Non, il y a des professions, ils font moins que d'autres. Mais à l'époque de la loi Pacte, il avait fait, par contre, parce que c'était vraiment colossal, là, ils ont juste rehaussé les seuils. Ouais. La loi Pacte, c'était... ils ont enlevé tous les commissaires aux comptes pour les entreprises qui faisaient moins de 2 millions de chiffre d'affaires, tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça, et notamment aussi toutes les SAS qui étaient détenues par... qui détenaient ou qui étaient détenues par une autre boîte. Exactement. Il y avait les commissaires aux comptes, des fois pour des boîtes vides, tout ça. Bon, alors que maintenant, c'est un chiffre d'affaires minimum. Exactement, et maintenant, en fait, depuis le 1er janvier, c'est passé à 10 millions. Ah ouais, 10 millions. C'était 2? C'était 8. Ouais, là, c'était 8 dernièrement. Ah ouais, d'accord. Voilà. Moi, j'étais il y a resté d'autres sur 2. critères, mais c'était ancien, ça. Après, ils étaient passés à 8 et maintenant à 10. Ils s'alignent progressivement sur les seuils européens. Du coup, en fait, où j'en étais, oui, commissaire à transfo, ça, si tu veux transformer. Donc, potentiellement, tu transformes, potentiellement, tu changes de dirigeant. Rédaction potentiellement d'une mandat social. Donc tu vois, en fonction de tout ça, ça va aller sur un spectre assez large. Mais pour faire simple, si je te fais un coût minimum et un coût max, je vais te faire une fourchette, mais elle va être extrêmement large, parce que ça dépend du nombre de titres de filiales qu'apporter, du nombre de lignes qui est créé, etc. Donc on va être entre, avec le commissaire aux apports inclus et les frais annexes inclus, parce que tu as les frais de greffe, les frais des impôts, l'annonce légale, tout le bazar. Tu vas être entre généralement, allez, oui, et l'éval, je t'inclus l'éval. On va être à au moins 4 000, entre 4 et 10. 4 et 10 000 selon tu vois, c'est une belle fourchette. La taille, effectivement. Selon s'il faut faire un mandat social, s'il faut changer de dirigeant. Et la complexité des boîtes à intégrer, des titres à intégrer. Exactement. Est-ce que les évals sont simples, elles sont complexes? Est-ce qu'il y a plusieurs évaluations? Est-ce qu'il y a plusieurs holdings au-dessus? Dans ce cas-là, il y a plusieurs apports, plusieurs contrats d'apport, etc. Bref, nombre d'associés, etc. Donc, généralement, comme ça, d'expérience par rapport à nous, les missions, parce que nous, on peut faire ce genre de mission de A à Z. Sans problème. Là, on fait tout. On a même le commissaire aux apports. On a des commissaires aux apports qu'on connaît. D'ailleurs, en plus, c'est très bien parce que ça se passe très bien. C'est fluide. Ils sont réactifs. Ils nous embêtent pas sur les valos. Donc, voilà, ils font des tarifs intéressants. Commissaire aux apports, lui tout seul, c'est entre 1000 et 1005. Ok. Déjà de ce lot-là. Ok. Voilà. Je pensais plus. Franchement, je pensais plus. Ouais. Les nôtres. Okay. Il y en a, si tu vas aller voir et que tu viens de nulle part, potentiellement. Nous, comme on apporte du business, en fait, c'est un peu... Ils sont déjà bien lotis à 1000, 1005 parce que ça va quand même. C'est nous qui faisons l'éval. C'est pas eux, ils font le rapport sur un éval qui est déjà fait. C'est l'éval le plus compliqué. Et après, ça, tu cites effectivement quand tu apportes des titres, mais si tu crées par exemple une holding aujourd'hui en même temps qu'une société d'exploitation, ça coûte moins cher. Du coup, tu crées la holding. Juste avant, du coup. juste avant, effectivement. Là, c'est 500 balles. Donc là, c'est quand tu fais tout ce régime-là, mais souvent, c'est le cas. Souvent, tu le fais a posteriori. Mais bon, après, tu me diras, tu les rentabilises ultra vite parce que ça soit entre le régime mère-fille, que ce soit entre la session, non, mais ça, c'est certain. l'optimisation du taux d'IS. Le règle de taux d'IS, c'est 4250, donc tu vois, les 4000, au bout d'un an. Bref, donc. Par contre, les statuts, je sais pas si les statuts sont plus simples, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de juridique au départ. Je parle pas de remonter les titres et tout ça, mais il y a moins de juridique au départ sur une holding qu'une société d'exploitation dans laquelle tu pourrais être avec des associés, un gros pack d'actionnaires, etc. Parce qu'une holding, c'est souvent assez. C'est tout seul ou familial, totalement, bien sûr. Donc, tu as moins de problématiques. Ne faites surtout pas une holding avec un associé d'ailleurs que vous ne connaissez pas. Exactement. Au pire des cas, vous mettez vos familles, conjoints, enfants, et encore les enfants. Au pire des cas. Oui, non, mais au pire moi, des cas. Je prends mon exemple perso. Je prends mon exemple perso, tu pourras donner le tien si jamais tu veux aussi. Je prends mon exemple perso. Moi, j'ai une holding. Et j'en avais une. Bon, j'ai dû planter une fois parce que j'ai planté une boîte et j'ai liquidé la holding avec parce qu'il n'y avait que ça dessous. Donc voilà. Bon, j'ai regretté parce qu'en final, j'aurais dû la garder. Il y avait du déficit reportable et tout. Et voilà, j'aurais dû la garder. C'est des erreurs. J'ai appris. Donc j'en ai recréé une il y a plusieurs années. Et je suis tout seul à 100%. Donc c'est une SASU qui va devenir une SARL bientôt. Très bientôt. Grâce à toi, parce que franchement, j'avais pas cette vision de la rémunération du dirigeant, mais en même temps, j'en avais pas vraiment besoin, donc je m'étais jamais trop posé la question.
Par contre, je dis pas que j'ai pas besoin de me rémunérer, hein, j'ai besoin comme tout le monde. Tu as dit tout à l'heure que tu te rémunérais pas. Mais c'est parce que voilà, bon, j'avais d'autres postes, salariés, comité de direction, machin et tout, voilà. Par contre, ce que j'ai dit à ma femme quand elle a voulu rentrer dans le capital des boîtes et tout ça, j'ai dit, en fait, tu crées une holding à 100%, tu crées ta boîte. Elle, pour le coup, une SASU parce qu'elle se rémunère absolument pas là-dessus, c'est que du bonus. Et tu rentres dans les sociétés, dans le groupe Artail, etc. Si tu veux, tu rentres. On a une société de marchand de biens aussi ensemble. Tu rentres avec ta holding, j'ai la mienne, etc. Déjà, s'il doit se passer quelque chose demain entre nous de pas cool, au moins chacun a son truc et tu t'emmerdes pas. Et en plus, comme tu le disais, elle remonte des dividendes. Elle veut s'acheter ce qu'elle veut, elle s'achète ce qu'elle veut. Ou elle investit dans ce qu'elle veut. Elle veut acheter du Bitcoin avec sa holding. Du Bitcoin avec sa holding. Moi, j'ai dit de tout vendre. Donc, voilà. Donc, tu vois. Mais en tout cas, je pense que c'est effectivement plus flexible d'être juste chez soi et que chacun dans la famille. Moi, c'est ma vision. C'est quoi, toi, ton expertise personnelle? Ça dépend. Ça dépend. Parce que là, effectivement, toi, tu prends ton cas parce que vous exercez ensemble aussi en dessous. Donc, c'est un cas particulier. Si le plupart du temps, c'est pas le cas, c'est-à-dire que du coup, le conjoint n'a pas d'activité commune. Et s'il n'y a pas d'activité commune, à la limite, par contre, ça peut être intéressant juste une part. Pour plein de raisons. Une part, parce que si tu décèdes, comme ça, elle va pouvoir récupérer potentiellement, si tu l'indiques dans les statuts, ça va être elle qui va récupérer, qui va être gérante de la holding, et donc pouvoir après s'occuper de la liquide, enfin de gérer les affaires. Parce que sinon, en fait, si c'est pas le cas, ça serait potentiellement tes enfants. Mais s'il y a encore des enfants qui sont mineurs, ça va être mis au juge des tutelles. Gros bazar. Et si en plus c'est des enfants de différents mariages, bazar aussi. Donc en fait, une part, plus dans les statuts, une mention qui te permet de la nommer gérante. Voilà. Et en plus, après, tu peux faire aussi de l'optimisation fiscale avec du don entre conjoints aussi, potentiellement lui donner des parts. Tout à l'heure, on a parlé de 100 000 euros tous les 15 ans par enfant. C'est 80 000 et quelques pour le conjoint. Donc tu peux aussi, si tu veux, donner de l'argent à ta femme. Dans la limite de 80 000, lui donner via des parts, en fait. Et via une réduction de capital, en plus, comme ça, tu peux sortir du cash si tu as de la holding. Tu as du cash dans la holding. Et comme c'est via réduction de capital en donation dans la franchise, 0 imposition sur 80 000. Donc ça, tu vois, il y a des petites optimisations dans certains cas précis, mais le une part, il est intéressant pour prévoir quand même en cas de décès. Sinon, effectivement, après, ça dépend du contrat de mariage, ça dépend s'il y a eu donc d'autres mariages, ou en tout cas des enfants de mariage, etc. Ou pas de mariage d'ailleurs. Donc, ça, tu vois, ça dépend de chaque cas. C'est vrai qu'une famille recomposée, tu la traites pas de la même manière. Exactement, ça dépend de chaque cas. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants mineurs, faire attention, parce que ça peut avoir d'autres problématiques par rapport au juge des tutelles qui doit se prononcer, etc. Dans certains cas, si c'est en plus notamment des enfants mineurs dans notre mariage. Donc, ça, il faut faire attention aussi. Moi, souvent, j'ai tendance à pas les intégrer quand ils sont trop petits et les intégrer peut-être plus tard via du démembrement. Voilà, donc effectivement, je sais plus comment on en est venu à ça, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Bon, c'est très la genèse du truc. Je sais plus, mais ça fait combien là? Wow. Ça fait un gros épisode. 1h30, ça fait un gros épisode. Non, mais je savais, hein, je t'ai dit, on en a pas 3 heures en rigolant. Mais bravo à tous qui sont encore là. Non, mais vous l'avez certainement écouté en plusieurs fois, sauf ceux qui habitent dans les grosses villes et qui sont encore dans les bouchons. On vous souhaite, les Parisiens. On vous souhaite d'y être encore un petit peu le temps qu'on fasse la conclusion. Voilà. Les Parisiens dans les transports en commun aussi. En plus, maintenant, on a du nouveau matos, donc normalement, vous n'avez pas besoin de mettre vos écouteurs à fond pour nous entendre. Voilà, parce que des fois, on avait des problématiques aussi avec la qualité de son des invités notamment. Ok, on va juste, je pense, clôturer déjà en te remerciant. Vraiment, merci. On a énormément de valeur aujourd'hui délivrée. J'ai appris des trucs qui sont super intéressants et que je vais pouvoir appliquer. Voilà, c'était très technique, mais en même temps, on est là pour ça aussi, hein, pas pour survoler le sujet. On est là pour aller. Je pense que ça permet de comprendre justement aussi l'intérêt d'être bien accompagné, en fait, tout simplement. Carrément. Parce que au final, des fois, fan d'expérience, à vouloir faire trop des économies, en fait, parce que je me débrouille tout seul, je passe par un outil, ou parce que là, c'est moins cher. Au final, en fait, c'est un peu comme dans beaucoup de choses, d'ailleurs. Tu vois, si je fais un parallèle avec l'immobilier, tu rénoves un appart, est-ce que tu vas mettre de la qualité sur les matériaux que tu vas utiliser ?
ou pas. Tu mets une cuisine Ikea, tu prends un risque. Tu mets une cuisine Arta et intérieur, Et franchement, voilà. tu feras pas de risque. Donc, Exactement. non, mais c'est un vision long exemple. terme, vision court terme. C'est exactement ça. vraiment, Donc, en fait, est-ce que tu veux mettre un petit peu plus cher au départ pour te faire bien accompagner, mais au final, déjà, tu es sécurisé. C'est la même chose que tu mets un bon parquet ou pas. Ouais. Enfin, bref, ce que tu veux dans ta rénovation. Est-ce que ça va tenir longtemps? Est-ce que je vais avoir des emmerdes? Ouais. Et est-ce que je vais dormir tranquille? Et est-ce que je vais d'ailleurs économiser de l'argent au final parce que j'ai mis un petit billet au départ, mais par contre, ça va tenir plus longtemps plutôt que de changer mon parquet en solde chez Brico Cash, je sais pas quoi, qui va se changer tous les 3 mois ou dès qu'il va y avoir un truc d'eau qui tombe dessus. Donc là, c'est la même chose en fait. Donc c'est le même choix. Faut faire en accompagnement quand on a un business, se poser les bonnes questions aussi sur l'accompagnement. Et nous, c'est ce qui est important chez nous en tout cas, et j'insiste là-dessus par rapport à d'autres cabinets en ligne, c'est de pouvoir en tout cas avoir des interlocuteurs, comme tu l'as dit, derrière, experts sur leur domaine, comme on peut l'être. Je ne suis pas tout seul, hein, on est 100 derrière qui maîtrisent le sujet aussi, qui vont pouvoir accompagner en fait, les clients. Et ça, des montages dont on a parlé aujourd'hui, franchement, on en fait toutes les semaines quasiment. Et avec des gens qui sont contents parce que ils ont optimisé au taquet leur truc. Ouais. Des fois, on les récupère, effectivement. Comme tu l'as dit, tu n'avais pas forcément vu le truc sur le bon angle, etc. Donc, c'est important. Et nous, on essaye d'être au maximum proactif là-dedans. C'est-à-dire que quand on détecte chez le client, selon sa position, de lui dire, vous devriez faire ça et pas attendre forcément qu'il nous pose la question. La problématique, sans dénigrer personne, notamment sur les autres confrères en ligne, si tu poses pas la question, on va pas venir vers toi. Ouais. Voilà. Oui. C'est plus de la mise à disposition Et quand d'outils. même tu poses la question, c'est pas gagné qu'on aille aussi loin que ce dont on parle aujourd'hui. Voilà. Après, là, l'avantage que vous avez chez Ça compte pour moi, c'est aussi vraiment d'appartenir à ce groupe compagnie fiduciaire qui est quand même assez ancré, qui est un gros groupe, bien qui sûr. est très Voilà, qualifié. exactement. Et franchement, je crois que il n'y a même pas besoin d'en faire l'article plus que ça, parce que et cet épisode et les 2 derniers précédents qu'on a fait, et le premier qui était beaucoup plus généraliste, mais on a quand même traité des sujets. Donc pour rappel, on a traité un sujet dernièrement, il y a quelques semaines, de SARL versus SAS pour se rémunérer en tant que dirigeant, donc président/gérant. Et on avait traité aussi un épisode qui était très intéressant, LMNP/LMP. Comment ça se passe, de la bascule, quelles sont les conséquences fiscales aussi pour l'investisseur immobilier là-dessus. Et je crois que si on isole ne serait-ce que ces 3 des épisodes, ta légitimité, elle est toute faite. Et donc la légitimité de tes collaborateurs aussi, parce qu'on rappelle que tu es quand même le CEO de la boîte, hein, donc c'est toi qui impulse aussi et tes moteurs là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire l'article plus que ça ça compte pour moi pour convaincre. La preuve par l'exemple, voilà, c'est en tout cas très fort. On a quand même promis à tout le monde qu'on allait répondre à la question du niveau de grand-mère, du régime grand-mère petite fille. Donc on va couper l'épisode là et on va en bonus partager la réponse tout de suite. Donc restez connectés. Et on vous met le bonus tout de suite. Merci beaucoup. Nous voilà de retour. On a cherché l'information avec Mathieu. On n'a pas réussi à trouver quelque chose de concret, ce qui nous fait dire, Mathieu, que il n'y a pas de limite. Voilà, s'il y avait eu une limite, on aurait certainement trouvé l'information. A priori, donc nous, on va conclure là-dessus. Il n'y a pas de limite sur le régime mère-fille en mode escalier, on va dire. Donc, on va dire fille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Voilà. Oui, puisque, encore une fois, ce n'est pas les mêmes dividendes qui sont distribués à chaque fois. Donc, au final, voilà. Donc, chacun va prendre son frottement fiscal de 5%. Enfin, 5% des dividendes à chaque fois qui sont distribués dans son IS. Voilà, comme on reste des gens intelligents et assez smart, on va se lancer un peu des fleurs. On doute quand même toujours de tout, un petit peu, même quand il y a toujours le moindre doute. Donc, on n'est pas affirmatif à 100%, mais à 99%. Mais vu qu'il n'y a rien qui est clairement dans le texte écrit, a priori, c'est bon. Mais par contre, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, si vous avez la réponse parce que vous avez déjà eu le cas ou que vous en avez déjà discuté avec l'administration fiscale, ça c'est le mieux, et que vous avez un peu de jurisprudence là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, en tout cas, ou à nous écrire. Voilà. Merci encore à tous d'avoir été là. Merci Mathieu beaucoup encore une fois. Avec plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout, partagez cet épisode plein de valeur. Mettez un commentaire et allez sur le site de Ça compte pour moi pour les contacter, échanger avec eux. Et je pense que vous en tirez beaucoup de bénéfices à moyen et long terme. Et même à court terme d'ailleurs. Oui. Merci. Ciao, ciao. Ciao.